Rebienvenue encore une fois à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, épisode numéro 22. On reçoit Véronique Richard qui est consultante en préparation mentale avec les athlètes élites de haut niveau. Travaille entre autres avec beaucoup d'athlètes niveau olympique, au niveau canadien. Véronique a un doctorat en sciences du sport et également un post-doctorat en psychologie sportive. Son rôle est surtout de travailler avec les athlètes en termes de préparation mentale, autant avant, après leur sport, de tout ce qui entoure leur performance. Elle fait aussi de la recherche, son domaine de recherche est surtout en lien avec la créativité. Donc, elle étudie l'impact de stimuler la créativité, que ce soit par le fait d'ateliers ou d'exercices, l'impact que cette stimulation sur la créativité peut avoir sur la performance, le bien-être des athlètes, mais aussi l'adaptabilité au niveau psychologique par rapport à leur performance ou pendant leur performance. Donc, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de ce que c'est la préparation mentale. On a parlé aussi des éléments qui affectent les performances sportives des athlètes de haut niveau, que ce soit en termes de préparation psychologique, justement, que ce soit en termes de surentraînement, d'échecs vécus dans les performances. Donc, elle parle un peu de son rôle auprès des athlètes, de qu'est-ce qu'elle fait comme intervention et des éléments qui permettent d'optimiser la performance de ces athlètes-là. Donc, tous les éléments en termes de préparation mentale, de psychologie et de bien-être qui ont un effet sur, sur la psychologie et sur la performance de ces athlètes-là. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation, épisode numéro 22 avec la consultante en préparation mentale, Véronique Richard. OK, c'est parti. Bon matin, Véronique Richard. Bon matin. Comment ça va? Ça va super bien. Toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content de te recevoir. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir. En fait, c'est une ancienne invitée. C'est Alexia de Macor, que tu connais très bien, avec qui que tu collabores aussi dans ton contexte de travail. Tout à fait. Qui m'avait donné ton nom parce que j'essayais de recevoir un peu tous les différents professionnels qui peuvent être impliqués auprès des athlètes de haut niveau. Puis je savais même pas que ton type de travail existait ou à tout le moins, je savais pas que c'était une possibilité à part entière de faire vraiment ça à temps plein. Okay. Fait que, donc, toi, tu es consultante en préparation mentale ou en performance mentale, comme on disait. Puis, justement, toi, tu travailles auprès d'athlètes élites de haut niveau, surtout certains types d'athlètes plus précisément. On y reviendra tout à l'heure. Puis, en parallèle à ça, tu fais aussi de la recherche. Ouais. Puis, fait que ça fait un horaire assez diversifié dans ton domaine. Oui. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de préparation mentale chez les athlètes de haut niveau, on va parler de performance des athlètes en lien avec ça, fait que beaucoup de psychologie. Puis dans tes intérêts de recherche, tu t'intéresses beaucoup à la créativité et le lien que ça peut avoir autour des athlètes en lien avec la performance. Fait que avant qu'on se lance dans le vif du sujet, fais-nous un petit background, mettons les points clés à savoir sur ton parcours, de savoir qu'est-ce qui occupe ton emploi du temps, puis qu'est-ce qui peut t'amener justement à exercer la profession que tu exerces actuellement. En fait, la préparation mentale, il y a vraiment deux avenues. Moi, j'ai pris l'avenue sciences du sport. Donc, j'ai fait un bac en éducation physique au départ. Moi, j'étais entraîneur de patinage artistique, puis j'aimais vraiment le coaching. Genre, à un moment donné, j'étais dans le milieu de mon baccalauréat, puis j'étais comme, j'aime mieux le coaching que l'enseignement de l'éducation physique. Pourquoi j'aime tant le coaching? Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment tous les aspects psychologiques liés à la performance. Puis un peu comme tu l'as dit tantôt, moi non plus, là, je savais pas trop s'il y avait une profession qui était... qui existait. Exactement. Donc, je me suis mis à chercher, puis à l'Université de Montréal, il y avait un professeur qui s'appelle Wayne Hollywell, qui justement était... Bon, dans le temps, je pense qu'on appelait ça un peu plus un psychologue sportif, mais dans le fond, un parcours un peu similaire. Donc, il m'a accueilli à la maîtrise en sciences de l'activité physique avec un profil. Donc, moi, mon mémoire de maîtrise était vraiment sur des aspects psychologiques liés à la performance.
Puis ensuite de ça, j'ai eu l'occasion de faire un stage au Cirque du Soleil, puis ça m'a donné mon idée justement sur la créativité en lien avec la performance des athlètes. Donc, j'ai décidé de me lancer dans un doctorat, la même chose, doctorat en sciences de l'activité physique, avec une thèse sur, en fait, là, c'était la créativité dans le sport. Tout au long de mon parcours, j'ai suivi évidemment beaucoup de cours dans les départements de psychologie. Ce qui est génial avec des maîtrises doctorat recherche, c'est que tu as beaucoup de liberté avec ton directeur de thèse pour choisir les cours que tu veux prendre. Tu peux y aller avec tes intérêts aussi. Là. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai été dans, non seulement, pas juste à l'Université de Montréal, mais j'ai été faire des cours à l'UQAM, j'ai fait des cours à McGill. Donc, j'ai été un petit peu dans toutes les universités, aller chercher les cours de psychologie qui étaient vraiment plus liés au développement de la performance, au soutien du bien-être chez les athlètes. Donc, ça a été un peu ça, mon parcours. Évidemment, l'autre, je vous ai dit, il y avait deux chemins. Oui, les deux volets. Bien, c'est ça. Il y en a qui vont plus le chemin psychologique. Donc, ils vont faire un bac en psycho, puis ensuite de ça, ils vont faire un doctorat dans une des branches de la psychologie. Puis ensuite, ils vont se spécialiser dans le sport. C'est deux volets qui peuvent être... en fait, qui sont tout aussi valables. Puis, dans le fond, tous les gens qui veulent faire de la préparation mentale au Canada, c'est fortement conseillé de s'associer à l'Association canadienne de la psychologie du sport, qui est une association canadienne. C'est pas un ordre professionnel, en fait, pas pour l'instant. Ouais. Donc, c'est une association professionnelle, un peu comme dans d'autres types d'associations où est-ce que tu dois soumettre ta candidature, différentes heures qui doivent être faites en présence d'athlètes, d'entraîneurs, directs, indirects, supervisés, non supervisés. Puis, ben, tu soumets ta candidature, puis ben, quand tu es accepté, tu peux faire partie de cette association-là, puis pratiquer, en fait, comme je le fais au quotidien. Puis concrètement, si on essaie de définir ou de rendre, de vulgariser c'est quoi la préparation mentale, puis là, on va le garder dans un contexte des athlètes ou dans le sport, sur la performance, parce que c'est le contexte que tu connais. Ça inclut quoi la préparation mentale? Qu'est-ce que c'est? Puis ça va jusqu'où ton rôle auprès de ces athlètes-là? Wow, ça, c'est une bonne Grosse question. Ben, en fait, différents volets, là, plutôt... traditionnel, donc dans un premier temps, développer des habiletés psychologiques optimales chez les athlètes. Donc, on peut aller dans différents types d'habiletés. On travaille la résilience, on travaille la confiance, on travaille la régulation émotionnelle, on va travailler la capacité à gérer le stress, gérer les distractions. On va aussi faire, bon, là, dépendamment, là, on commence à tomber dans OK, là, il va y avoir plein de chemins. C'est sûr que quand c'est un sport d'équipe, dans lequel il y a beaucoup de prise de décision, bien, moi, personnellement, puis beaucoup de préparateurs mentaux, beaucoup, je sais pas, mais il y a quand même tout l'aspect prise de décision. Comment on peut optimiser la prise de décision dans le jeu, là, pas une prise de décision, est-ce que je m'achète un chandail vert c'est ça. Prise ou de est-ce décision. Que je dépense pour Exactement. Donc, prise de décision en voulant dire est-ce qu'on peut optimiser tout l'aspect cognitif qui est lié au sport, que ce soit en utilisant de la technologie ou en utilisant différents techniques d'entraînement. Donc, il y a tout ce volet-là aussi que moi, par exemple, quand je travaille avec water polo, bien, c'est un volet que je m'intéresse particulièrement avec aussi d'autres scientifiques à l'Institut national du sport. Ensuite de ça, il y a tout le volet fonctionnement d'équipe. Excuse-moi, ça m'a pris un moment à traduire le mot dans ma tête. Je suis un petit peu plus habituée de le faire en anglais. Comment ils le définissent en anglais? Team functioning. OK. Donc, c'est ça qui me vient plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment aussi une grosse partie de mon travail. Donc, comment on peut faire en sorte que la cohésion d'équipe soit vraiment optimale. Encore une fois, dans un sport d'équipe. Dans les sports individuels, c'est un peu moins nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui occupe beaucoup de mon temps. Et là, bien évidemment, ça, quand tu commences à être... celle qui est au cœur du fonctionnement de l'équipe, ben là, c'est là c'est pour ça que j'ai ri quand tu as dit c'est quoi, jusqu'où ça va les responsabilités. Puis là, t'es comme, ben là, des fois, il y a des conflits, donc on commence à gérer, bon, certains conflits qui peuvent arriver entre des athlètes, entre les athlètes puis les entraîneurs, membres du staff et tout ça. Donc, ça peut quand même s'étaler. Puis, ben, une des particularités que moi, j'ai développées avec les années, c'est que j'aime beaucoup développer les habiletés psychologiques chez les athlètes à l'entraînement. Donc, contrairement, tu sais, souvent, les gens vont penser, psychologie, vont penser, je m'assois devant quelqu'un et je parle. Exact. Dans mon cas, puis j'aime penser que la préparation mentale s'en va de plus en plus vers là. On essaie vraiment de prendre les théories
puis de les transformer en activités d'entraînement. Donc, tu sais, comment je peux développer la confiance dans mon entraînement en faisant ma discipline, ce qui demande vraiment un travail de collaboration avec les entraîneurs. Moi, il n'y a pas de secret, là, tu sais, c'est vraiment pas... On ne va pas se cacher dans un coin pour parler. Ouais. Donc, c'est vraiment pas de la talking therapy. Moi, c'est pas l'approche que j'utilise. J'utilise vraiment une approche intégrée où est-ce que l'entraîneur est présent, les athlètes, moi, puis on travaille tous en collaboration. C'est le fun aussi parce que l'entraîneur va apprendre, lui aussi, sur les différentes habiletés psychologiques. Puis ça devient le fun parce qu'à un certain moment, l'entraîneur, lui aussi, a des idées de différentes activités d'entraînement qu'on pourrait faire parce qu'il comprend mieux les concepts psychologiques. Donc, on peut comme partager. Puis, moi, c'est là que je trouve qu'on atteint des résultats plus optimaux. Je trouve ça fascinant parce que j'ai jamais... En fait, quand je pensais à la psychologie sportive, je me suis toujours dit, c'est comment optimiser le bien-être de l'athlète face à ses défis. Tu sais, face à quand ça va pas bien, après une contre-performance. Peut-être plus dans la réaction après, entre guillemets, des échecs. Mais en t'écoutant parler puis en voyant jusqu'où ça peut aller, je vois que en préparation puis en prévention, c'est même pas juste de prévoir les obstacles, c'est d'optimiser l'aspect psychologique ou l'aspect mental qui, au final, va aider dans la performance. Exactement. Bien, en fait, tu vois, je vais faire une comparaison que je fais souvent pour aider les gens à comprendre. Souvent, on connaît mieux les métiers physiques. Ouais. Donc, par exemple, on sait tous que les athlètes vont voir des préparateurs physiques et vont souvent aussi voir des physiothérapeutes. Ça, c'est le modèle canadien, disons. Ouais. Bien, la préparation mentale s'inscrit où le préparateur physique s'inscrit. Ouais. C'est-à-dire, le préparateur physique veut faire gagner de l'endurance, de la masse musculaire, prévention de blessures, flexibilité. Tu sais, il s'intéresse beaucoup à optimiser toutes les habiletés physiques qui sont importantes au sport. Le physiothérapeute va être là, dans le cas, oui, c'est sûr qu'il y a aussi des exercices de prévention qui sont souvent supervisés par les physiothérapeutes, en fait, dans les équipes avec lesquelles je travaille, mais c'est souvent le physiothérapeute qui va être là quand il y a une blessure. Exact. Bien, dans la préparation mentale, s'inscrit vraiment la même chose en prévention. Prévention, justement, on veut développer des habiletés psychologiques optimales, oui, pour le bien-être. Là, j'ai parlé beaucoup de performance, mais c'est sûr qu'on s'intéresse au bien-être aussi. Et pour vraiment optimiser la performance, tout comme le préparateur physique, ben, tu sais, monsieur, madame, tout le monde peut aller au gym, faire des programmes, tu sais, plutôt généralisés, puis tu sais, on va rester en forme, puis c'est correct, mais des athlètes élites, eux, ils doivent être en mesure de vraiment aller chercher tous les aspects physiques très détaillés à leur sport. Bien, la même chose avec les habiletés psychologiques. Donc, c'est là qu'on s'intéresse à aller optimiser des choses sans qu'il soit obligé d'arriver des catastrophes ou des défaites. Ou non, on est vraiment là en prévention parce que nous, on espère on sait que le parcours de l'athlète ne va pas se diriger une belle ligne droite vers le haut. C'est une montagne russe, toujours. Exactement. Donc, nous, on veut les équiper d'avance à être en mesure de faire face de façon le plus optimale possible aux défis qui vont les attendre là, dans leur parcours. Fait que oui, tu as bien compris, c'est beaucoup plus préventif, on est beaucoup plus dans l'optimisation. Il y a de la réparation à faire, là, on ne se le cachera pas que bien qu'on les prépare le mieux possible, ça arrive aussi que quand il arrive une blessure, quand il y a une défaite, qu'on soit aussi là pour les supporter à ce moment-là, mais on espère que le travail qui a été fait en amont va faciliter, disons. Puis, est-ce que c'est tout ce qui est en lien avec la préparation mentale, est-ce que c'est une science qui est relativement jeune ou est-ce que ça fait longtemps qu'on a des bases solides scientifiques sur c'est quoi les meilleures façons de préparer les athlètes, autant pour optimiser le bien-être que la performance? Bien, ça dépend qu'est-ce que tu dis par jeune. Je dirais que vraiment dans la littérature, on voit que dans les 20 dernières années, il y a eu une augmentation vraiment importante du nombre d'études, du nombre de l'intérêt, en fait. Je considère ça jeune. Oui, bien c'est ça. Si ça, tu considères ça jeune, c'est sûr que ça fait, par contre, depuis les années 1960 que ça existe. Est-ce que ça avait le même volume de travaux scientifiques, le même intérêt? Définitivement pas. Même moi,
depuis que, tu sais, bon, j'ai commencé ma maîtrise en 2009. Ouais. Puis juste depuis 2009, je vois quand même qu'il y a un intérêt grandissant, que ce soit vraiment dans le milieu sportif, ou est-ce qu'aujourd'hui, une équipe de sport intégré qu'on appelle, sans préparateur mental, Ça existe presque ben, pas. c'est ça. Là. C'est aussi... Il y a un préparateur physique, il y a un physio, il y a un nutritionniste, il y a un préparateur mental, il y a un physiologiste, il y a un biomécanicien. Tu sais, à cette heure, c'est comme... ça fait partie d'une des choses que les sports vont rechercher. Puis, bien, évidemment, plus il y a de l'intérêt sur le terrain, mais plus la science va aussi vouloir supporter ça. Plus il y a des fonds, plus il y a de l'argent investi là-dedans. Exactement. Tu sais, tout le côté aussi perceptivo-cognitif qui commence à faire de plus en plus sa place. Quand je te parlais de faire du travail de prise de décision avec la technologie et tout ça. Ça aussi, ça a émergé quand même de plus en plus dans les dernières années, puis ça devient de plus en plus populaire, disons, de supporter les athlètes dans ce développement-là. Puis, en lien avec ça, c'est quoi en ce moment les meilleurs indicateurs en lien avec la préparation mentale pour optimiser la performance? T'sais, j'imagine qu'ils ont déjà ciblé, tu parlais tantôt de résilience, de prise de décision. Sur quoi la science nous dit qu'on doit mettre beaucoup d'énergie et de travail pour optimiser l'aspect mental et psychologique de l'athlète pour qu'il soit à son plus optimal? Et ça, c'est une bonne question. Tu sais, c'est la psycho, là, la réponse la plus plate, c'est ça dépend. Ouais. Puis même, on dit en psycho, mais physiquement aussi, surtout rendu à un niveau athlète élite, moi, j'aime mieux prendre une approche très adaptée à l'athlète. Donc, tu sais, j'arrive pas avec une espèce de coffre, puis c'est comme, c'est ça. Voici le package. Il n'y a pas de one size fits all. Non, malheureusement, non. C'est ça, d'ailleurs, qui rend le travail d'équipe très intéressant, parce que, tu sais, bon, en équipe, on a souvent une approche peut-être plus généralisée pour toute l'équipe, mais on se rend compte que c'est sûr. Fait qu'il y a pour des athlètes, par exemple, bon, tu as nommé le mot résilience. Il y a pour des athlètes qui l'ont développé de façon assez naturelle tout au long de leur développement, puis ils arrivent au niveau élite, puis c'est pas ils sont déjà résilients. Ils ont eu assez d'expérience, puis ils ont bien bâti sur ces expériences-là. Donc, des fois, grâce à des bons entraîneurs, grâce à d'autres préparateurs mentaux qui les ont suivis tout au long de leur carrière. Puis il y en a qui arrivent même au plus haut niveau, puis que la résilience, c'est pas leur force. C'est pas leur force. Donc là, avec tel athlète, on va cibler davantage ce développement-là. Ça dépend aussi de la tâche, puis ça dépend, tu sais, des sports technico-artistiques, par exemple, c'est un peu différent de sports d'équipe avec des prises de décision. Donc, tu sais, il y a tellement de facteurs à considérer. Ça devient un peu le côté art. Là, on a parlé quand même du côté science, mais le côté art, d'être capable vraiment de bien connaître. Tu sais, moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain. J'observe comment les athlètes se comportent entre elles, comment ils réagissent à différentes situations, comment ils interagissent avec l'entraîneur, entre elles aussi. Puis c'est là que tu peux cibler davantage qu'est-ce qui doit être prioritaire. Fait que c'est pas une question de toutes les équipes ou tous les athlètes devraient faire la même chose, mais plutôt qu'est-ce qui est important pour cette équipe-là à ce moment-ci, dans cette situation-là. Dans ce contexte-là. Fait que mettons qu'on prend la résilience, parce que moi, ça me parle beaucoup dans mon travail que je fais en physio aussi, dans la prise en charge de blessures, de douleurs aiguës, subaiguës, chroniques. La définition dans la science de la résilience ou celle que toi, tu te bases pour, mettons, travailler, comment on pourrait définir à monsieur, madame, tout le monde la résilience? Oui, c'est intéressant. Il y a eu un papier, il n'y a pas si longtemps, justement, qui a une revue systématique sur les définitions de la résilience parce que il y en a plusieurs, sûrement. Exactement. Tu ne seras pas surpris d'entendre qu'il y en a plusieurs. Moi, comment j'aime bien la définir, en fait, un peu en lien avec ce papier-là, c'est vraiment la capacité de faire face à l'adversité tout en maintenant un fonctionnement régulier. Et moi, j'aime bien le « et », en allant chercher des gains dans cette adversité-là. Donc, quelqu'un qui va... Oui. C'est ça. Donc, tu sais, on dit souvent... bon, puis ça, il y a des chercheurs qui sont en désaccord avec le « bounce back », là, donc de rebondir suite à l'adversité. Mais il y a quand même plusieurs définitions qui vont intégrer le fait de développer des habiletés à travers l'adversité. Donc, la résilience, c'est pas juste de tolérer, mais c'est de naviguer l'adversité en maintenant quand même un bon fonctionnement et en développant
des habiletés. Donc, tu sais, bon, physio, tu le vois avec les blessures, par exemple. Ouais. La blessure est définitivement une adversité importante pour un athlète. Ben, est-ce que dans la blessure, il va être capable de vraiment se dédier à son programme de réhabilitation, de continuer à garder un fonctionnement régulier aussi dans sa vie hors du sport? Ouais. Et est-ce que à travers cette blessure-là, il va être capable de développer d'autres habiletés. Là, j'ai une athlète en tête qui a quand même vécu plusieurs blessures dans les 2 dernières années. Puis on a travaillé beaucoup l'imagerie mentale. Puis tu sais, elle s'est dit « Hey, là, j'ai le temps, là. » Ben, let's go. On fait ça, puis elle s'est engagée. Puis tu sais, aujourd'hui, cette athlète-là, elle a cet outil-là dans sa boîte à outils. Puis elle sait qu'elle a tellement travaillé durant sa blessure qu'elle va être en mesure de l'utiliser aussi pour l'optimisation de sa performance parce qu'elle a pris le temps à ce moment-là. Il y en a d'autres qui vont décider de travailler sur des habiletés de pleine conscience pendant une blessure, par exemple. Ouais. Donc, tu sais, le fait de vivre une adversité, bien, ça te permet de développer d'autres choses. Puis là, je parle des choses plus concrètes, mais il y a des choses aussi plus indirectes qui peuvent être gagnés. Donc, longue définition, mais c'est comme ça que je le définirais. Il y a plein de bulles qui me pop dans ce que tu dis. En blessure ou en santé physique, entre guillemets, là, on a ce qu'on appelle le concept de quantification du stress mécanique, qui est si tu donnes le bon dosage de stress mécanique à notre corps va s'adapter pour être plus résilient à tolérer de nouveaux stress physiques. Fait un principe très simple, la musculation. Si tu t'entraînes en musculation avec les bonnes charges, bien encadrées, avec le bon repos, le bon sommeil, nutrition et tout autour, donc tu quantifies bien le stress mécanique, ben, ton corps développe des adaptations, va bâtir de la musculature et dans 6, 8, 12 semaines, ben, tu es capable de lever plus. Tu es plus fort, tu as développé le bounce back physique. Mais je vois la même chose en termes de quantification du stress psychologique. Il y a des fois où tu vas avoir un stress psychologique plus fort qui va peut-être t'amener un petit, pas un down, mais mettons, tu vas être plus... Ça te déstabilise. Voilà, ça te déstabilise, puis ça t'amène dans un creux de courbe où il faut qu'il y ait des réactions, il faut qu'il y ait des stratégies mises en place. Puis si c'est bien dosé, probablement que ça, tu apprends quelque chose de ça, puis tu deviens plus résilient, donc tu as un stress psychologique qui s'est adapté. Ben, en fait, mon Dieu, c'est moi, je riais, là, puis je pense que tu me voyais sourire tout au long de ton explication. Écoute, c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, tu sais, quand je te parlais que j'aime intégrer à l'entraînement, ben, tu sais, il y a justement des études qui ont été faites sur comment on développe la résilience chez les athlètes. Puis, il y a un modèle qui dit, ben, en fait, justement, il faut être capable de présenter des défis, des défis qui vont déstabiliser les athlètes, un peu comme ce que tu m'expliquais physiquement. Si on laisse l'athlète toujours dans sa zone de confort, ben c'est sûr qu'il ne s'adapte pas nécessairement à des stresseurs, des distractions auxquelles on sait qu'il va faire face anyway. Ce qui est important de savoir, puis je suis sûre que c'est la même chose dans l'aspect physique aussi, c'est oui, les défis, mais les défis doivent être balancés avec un support approprié. Puis moi, ce modèle-là, je l'utilise beaucoup pour créer justement ces activités d'entraînement-là. Puis là, on peut parler... bon, tu sais, des fois, moi, la résilience, je le garde comme thématique un petit peu plus englobante. Ouais. Quand on parle de certaines activités que je fais, je parle plus d'adaptabilité. Ouais. Donc, par exemple, tu sais, quand tu parlais de mettre, la muscu, mettre un stress physique, je vais donner un exemple en trampoline parce que je pense que c'est vraiment un bon exemple pour illustrer comment on peut développer une adaptabilité très spécifique au sport chez les athlètes. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien la trampoline, c'est un gros rectangle. Ouais. Le but des athlètes, c'est de rester le plus possible au centre. Ouais. Par contre, vous savez qu'ils font des acrobaties assez complexes dans les airs, donc qui les fait déplacer sur la trampoline. Lorsque j'ai débuté mon travail avec cette équipe-là, ce sport-là, je devrais dire, ben, j'ai demandé à l'entraîneur, écoute, premièrement, c'est quoi le but ultime de ta tâche? Puis elle me dit, ben écoute, en trampo, contrairement au patinage artistique, par exemple, où est-ce que si tu tombes sur les fesses, tu as le droit de te relever puis continuer ta routine. Ouais. En trampoline, si tu arrêtes, ils appellent ça une chute, mais tu sais, ils tombent pas pour vrai. Ouais. Ben, pas toujours. Un bris dans la séquence, mettons, là. C'est terminé. Ouais. Tu peux pas recommencer à sauter puis continuer. Fait que la première chose qu'elle me dit, les athlètes doivent être en mesure de finir leurs 10 mouvements. C'est 10 mouvements, puis il faut qu'ils se rendent à la fin. Puis là, je lui dis, OK, les probabilités
qui aille à l'extérieur du petit rectangle optimal au centre, c'est quoi la probabilité qu'ils sortent du rectangle? Là, elle me regarde, puis elle dit, ben, ils sortent tout le temps. Là, c'est une performance parfaite, c'est d'être capable de rester au centre. Fait que j'ai dit, OK. Puis j'ai dit, c'est quoi l'enjeu numéro 1? Elle dit souvent, quand ils sortent du carré, c'est comme si leur système d'alarme était trop sensible. Ils pourraient continuer la routine, mais parce qu'ils ont comme un peu peur, ben ils arrêtent, puis là, ben c'est terminé. Puis une routine qui aurait pu être sauvée, entre guillemets, ben malheureusement, ils abandonnent, puis là, ben ça affecte leur pointage et donc la compétition. Je sais exactement où on s'en va. Exact. Donc là, moi, je fais OK, super. Donc, il faut les rendre beaucoup plus adaptables. Oui, c'est important que leur système... Je dis système d'alarme quand je parle de cette espèce de peur-là que les athlètes peuvent avoir, puis c'est important qu'ils le gardent, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient trop sensibles, leur système d'alarme. Donc, j'ai fait OK, bien, on va faire un atelier, puis là, peut-être que c'est un peu... j'appelle ça se mettre dans marde. Ouais. Donc, on demande de façon délibérée aux athlètes, par un mouvement facile qu'ils contrôlent vraiment bien, d'aller se placer à quelque part sur la trampoline qui sont vraiment inconfortables. Qu'on sait que c'est pas dangereux pour vrai, mais que eux, dans leur tête, il y a une association entre quand je suis dans le coin droit de la trampoline, oh my God, je sais plus quoi faire, j'arrête. Ma routine est en péril. Exact. Donc, on les a juste entraînés à dire, OK, est-ce qu'on peut s'habituer à être un peu partout? Pas qu'on veut ça, on veut que vous restiez au centre. Mais sachant qu'il y a beaucoup de probabilités que des fois, vous alliez visiter les côtés de la trampoline, on va juste vous rendre plus adaptable, puis on va juste vous habituer à dire « ça, c'est pas dangereux, ça, c'est pas dangereux, ça... » Puis là, ils pratiquent. Fait que mouvement simple, ils vont se placer à quelque part qui les rend inconfortables. Et là, ils enchaînent avec un mouvement, disons, modéré. On y va au début, là, quand même, dans des choses qui sont très bien contrôlées. Puis même au début, avec mouvements simples et mouvements modérés, là, ça prend un moment. Des fois, les athlètes arrêtent pareil. Puis là, ils sont comme, voyons, tu sais, c'est vrai, c'est pas dangereux. Puis là, on les entraîne avec, puis là, c'est là le support. Donc, le défi est quand même important. Ouais, exact. Par contre, moi, je suis toujours là, l'entraîneur est toujours là, puis on les supporte avec des stratégies. OK, sur quoi tu vas mettre ton attention? Comment tu peux être en mesure de supporter tes sensations physiques que tu ressens lorsque tu te retrouves dans le coin droit de la trampoline? Comment on peut refocus? Comment on peut juste constater au lieu de juger? Ah, comment ça, je suis là? Non, juste, je suis dans le coin. Point final. Pas, je suis dans le coin, donc... Non, je suis dans le coin et... je me concentre sur pour enchaîner. Fait que ça, c'est un exemple, justement, d'activité qui est, bon, j'oserais pas dire en lien avec la résilience, parce que, comme je te dis, je pense que la résilience, c'est un petit peu un next level. C'est comme plus global, ça englobe plus de trucs. Mais définitivement, en lien avec l'adaptabilité qui... Quand tu me racontais ton histoire physique, moi, ça me fait penser exactement. J'adopte le même genre. C'est pour ça que je te dis, ça ressemble. Tu sais, préparation physique, préparation mentale, on utilise quand même... puis oui, on déstabilise les athlètes. Oui, je sais, tu sais... les athlètes qui sont de ce sport-là, qui, si un jour ils écoutent ce podcast-là, ils vont faire « Oh my God, le fameux drill! » Ouais. Mais en fait, c'est que... Puis dans un épisode précédent, j'en ai parlé où on parlait de santé mentale. Puis pour moi, santé mentale, santé physique, c'est trop séparé. On a des enveloppes budgétaires santé mentale puis santé physique, alors que c'est juste la santé. La santé mentale affecte grandement ta santé physique et ta santé physique affecte grandement ta santé psychologique. Puis en lien avec ce que tu viens de dire, on dirait que l'adaptabilité est comme pour faire un jeu de mots, un tremplin vers la résilience. Tu comprends? Puis une des choses que, quand je travaille, puis je vais souvent dire en douleur chronique, parce que c'est peut-être les défis auxquels on fait plus face. Mettons, les plus gros défis en physiothérapie, c'est les douleurs chroniques. La question que je demande tout le temps, parce que ces gens-là ont des montagnes russes, ils ont des up and down, et la question qui m'intéresse, c'est, en fin de semaine, tu as eu un down, tu as eu plus mal. Qu'est-ce que tu as fait? Et ça voulait dire quoi pour toi? Fait que mon questionnement est de voir où est-ce que leur cerveau va en termes de conclusion quand ils ont un épisode de douleur qui est plus élevé. Bien, tes athlètes sur le trampoline, où est-ce que leur cerveau va quand ils sortent de leur zone? Si ça va dans « Ah ben là, ma routine est finie. Ah ben là, je peux plus performer. Ah ben là, j'ai jamais été exposé à ça. » D'où l'importance d'exposer tes athlètes à ces inconforts-là. Tu sais,
quelqu'un qui fait une chute dans un sport, dans sa course, tu sais, mettons, moi, je fais de la compétition de ski de fond, ben quelqu'un qui fait une chute en ski de fond, dans une course, si la première chute qu'il fait, c'est en course, il n'a jamais été outillé à faire face à ça, il ne sait pas comment réagir. Ben, tu dis le bon mot, c'est vraiment des stratégies d'exposition. D'exposition dans des... C'est ça qui est bien de le faire en entraînement, parce qu'en entraînement, tu as la possibilité de discuter, de comprendre, OK, pourquoi t'arrêtes? Tu sais, pourtant, on le voit tous, puis des fois, on le remonte à la caméra, t'es encore loin du bord, là, tu sais, t'es loin d'être, tu sais, comme sorti de la trempeau. Ouais. Il le voit, puis là, justement, on va investiguer, parce qu'en compé, c'est trop tard, là, tu sais, premièrement, en compé, les émotions sont tellement, tu sais, l'adrénaline est tellement... Dans le tapis, exactement, que, tu sais, des fois, les athlètes, ils finissent ça, puis... Pas qu'ils s'en souviennent plus, là, mais ça commence à devenir un peu flou, des fois, leurs histoires, alors qu'en entraînement, ils sont beaucoup plus présents à aller chercher qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors qu'en compétition, c'est pas le temps de faire ça. Donc, en entraînement, ça nous permet, tu sais, à chaque fois, l'athlète, disons, descend de la trampoline, on a une discussion, OK, oui, quand ça arrive, c'est juste que je pense tout de suite au danger. Tu sais, je pense tout de suite à la conséquence. OK, est-ce que tu penses qu'on pourrait travailler ça? Puis là, tranquillement, tu sais, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Là. Non, exact. Je dirais que c'est une activité que j'ai introduite il y a plus qu'un an, qu'on ramène, tu sais, puis on le fait pas non plus tous les jours. Tu sais, c'est pas... Mais tu sais, qu'on ramène de temps à autre, qu'on ramène les concepts de temps à autre dans des activités similaires. Puis une des plus belles choses qu'une des athlètes a dit à un moment donné, c'est... Tu sais, il y a une chose de certaine à partir de tu sais, maintenant, je m'en vais en compé, puis je sais que je vais finir mes routines. Ouais. Puis c'est ça, là, on rentre c'est dans plus la un confiance. Exactement. Fait que là, quand tu enlèves le doute, je vais-tu la finir ou je vais pas la finir, là, c'est comme non, ce doute-là, il n'existe plus. Je sais que no matter what, je vais la finir. Bien là, le travail d'optimisation de la performance, de dire, OK, là, on va aller chercher la qualité, on va aller vraiment être... Tu sais, une fois que ça, c'est disparu, qui était un doute important quand même, puis qu'on peut se concentrer sur, OK, maintenant que tu n'as plus ce doute-là, est-ce qu'on est capable d'aller plus haut, aller plus en qualité, aller vraiment, vraiment peaufiner la performance? Donc, ça devient intéressant. Oui, parce qu'il y a plein d'obstacles potentiels à la performance qui ne sont aucunement liés aux habiletés physiques. Beaucoup. Donc, si on est capable, avec un travail de préparation, de prévention, d'éliminer le plus de, appelons ça entre guillemets, distractions, parce que, mais c'est pas des distractions parce que c'est normal, tu sais, chaque être humain, c'est normal qu'il y ait des enjeux autres que les habiletés physiques dans leur performance, le doute, la confiance, l'adaptabilité justement. Mais si on élimine le plus de ces éléments-là, bien après ça, ton focus, la majorité de l'énergie est dans l'optimisation de ta forme physique, ta performance, ta technique, la confiance dans la répétition de ta performance. Écoute, je pense pas qu'on l'élimine jamais. Par contre, tu sais, quand on parle... Tu sais, moi, je leur parle souvent des ressources cognitives. Ouais. Puis je le compare à de l'argent. OK. Je dis, tu sais, dans le fond, tout le monde a son 100 $. C'est pas toujours des 100 $, soit... Tu sais, il y en a qui ont des 100 $ américains. Il y en a... des devises, merci. J'avais juste le mot en anglais aussi dans la tête. Il y en a qui ont des 100 $ canadiens. Il y en a qui ont un 100 €, tu sais, fait que ça vaut un petit peu plus. Ouais. Mais en général, tout le monde a des ressources cognitives. Puis je le compare à l'argent juste parce que c'est simple pour les athlètes de comprendre. Ouais. Puis là, quand tu te présentes à l'entraînement ou à la compétition, tu dois décider qu'est-ce que tu veux faire avec ces ressources cognitives-là. Est-ce que tu veux justement investir de l'argent dans... Tu sais, bon, je pense que quand tu vas magasiner, là, puis que tu arrives à la caisse, il y a toujours des choses bien tentantes qui sont là, mais... de la tentative, tout de la à fait tentation. Inutile. Exactement, tout à fait inutile, mais là, peut-être que la barrette, le chou pour les cheveux, la barre de chocolat, le ci, le ça. Par contre, tu sais que ça va être des plaisirs très, très, très à court terme, mais tu sais que tu n'as pas vraiment besoin de ça. Alors que si tu investis vraiment ton argent sur ce qui compte pour toi, ben oui, peut-être que la gratification instantanée est un petit peu moins grande, mais qu'à long terme... Fait que c'est un petit peu comme ça que je l'illustre, puis eux, les athlètes avec qui je travaille vont souvent revenir sur « OK, oui », ils vont même le dire « J'avais plus d'argent ». Fait que là, tu sais... OK, parce qu'ils savent que tu utilises cette oui, exactement. métaphore-là. Ils ont dépensé toutes leurs ressources cognitives. Puis là, mettons qu'ils ont un moment émotif qui a affecté leur comportement. Là, ils vont me dire, écoute, j'avais plus d'argent, j'ai pas été capable de me contrôler.
Ou encore, ah, tu sais, je le sais que j'ai investi à la mauvaise place. Fait que, tu sais, ça devient aussi un langage qu'on utilise juste pour qu'ils comprennent qu'ils ont beaucoup de contrôle sur ça. Ouais. Il y aura beaucoup de tentations, par contre, dans l'environnement. Il y aura aussi des tentations internes. Tu sais, quand tu dis les distractions, il y a des distractions externes qui sont plus ou moins contrôlables, mais tes distractions internes, tes pensées, tes émotions, ça, c'est vraiment un gros travail qu'on fait avec les athlètes, de juste, leur faire comprendre que ça, c'est sous leur contrôle. Ce n'est pas facile. Ça ne veut pas dire que c'est sous ton contrôle, que c'est facile à contrôler, mais clairement, c'est des choses qui peuvent développer des stratégies. Puis là, il y a une foule de stratégies qui vont être différentes pour chaque athlète qui peuvent utiliser. Donc, ce concept-là de bien utiliser tes ressources cognitives pour ce qui compte. Donc là, moi, mon travail, c'est de trouver qu'est-ce qui leur coûte cher. Ah, OK, ça te coûte cher de te juger constamment durant ta performance. Bon, ben, on va aller éliminer ce coût-là parce que ça nous coûte trop cher. On le réduit, c'est ça. Je pense réduire, c'est mieux. On n'élimine jamais. La même chose, il y en a qui c'est émotionnellement. Les émotions te coûtent cher, toi, dans ta performance. On va aller développer plus de stratégies pour réguler, pour utiliser les émotions de façon optimale. OK, toi, c'est tes pensées qui te coûtent cher. Parfait. Tu as tendance à avoir des pensées irrationnelles. Tu te fais des gros scénarios catastrophes quand il y a quelque chose qui arrive. Fait entre deux présences dans l'eau, ben, toi, au lieu d'être sur le banc, puis non, tu es en train de te bâtir un scénario que l'erreur que tu viens de faire dans l'eau va coûter la game à l'équipe, puis que là, tu viens de gâcher l'expérience. Bon, Ils sont une semaine plus tard déjà que sur le moment présent. Donc là, on va aller travailler ça. Fait que bref, on s'intéresse à diminuer les coûts de choses qui n'aident pas à la performance. Fait que c'est pour ça aussi qu'on parle tout le temps d'optimisation de l'athlète, que ce soit au niveau de la performance physique ou de la préparation, parce que la perfection n'existe pas. Fait qu'on cherche, comme tu disais, on essaye. C'est comme si on a des enveloppes budgétaires, puis on regarde, on essaie d'équilibrer le portefeuille pour que ce soit le mieux possible. Puis, encore en lien avec la résilience, parce qu'après ça, je veux qu'on parle d'imagerie mentale, parce que tu as ouvert une petite parenthèse tantôt. Moi, dans ma pratique, en douleur, en blessure, je remarque qu'il y a des facteurs qui prédisposent à avoir une résilience plus difficile ou à être moins résilient, à moins faire face à l'adversité. Puis je voulais savoir si toi, tu vois ces mêmes genres de facteurs-là, ou y a-tu des éléments que tu vois qui reviennent? Et probablement que dans la littérature, en fait, je sais qu'ils l'ont étudié. C'est quoi les éléments qui prédisposent à avoir une résilience plus, je sais pas si fragile, c'est le bon mot, ou moins développée peut-être, là? En fait, je vais répondre un peu de façon inverse à ta question. Qu'est-ce qui va favoriser? Qui va répondre en même temps. Il y a une bonne étude qui a été faite. Dans le fond, un des chercheurs, Mustafa Sarkar, qui est un excellent chercheur dans la résilience chez les athlètes, lui a développé un modèle. C'est quoi, en fait, les caractéristiques psychologiques qui vont favoriser à la résilience. La plus importante, c'est la capacité d'analyser les défis, en fait, l'adversité comme un défi plutôt comme une menace. Donc, c'est cette capacité-là de faire de la restructuration cognitive. Puis lorsque tu as une adversité, les athlètes qui vont tomber rapidement dans OK, c'est quoi le défi plutôt que c'est quoi la menace, bien ça, ils ont trouvé que c'était vraiment une caractéristique qui fait une différence. Donc, ça, c'est dans son modèle, c'est un gros rond au centre. Fait que c'est l'élément le plus important. En anglais, ils appellent ça le challenge mindset. OK. Comment tu perçois le défi qui est devant toi? Comment tu perçois l'adversité, mettons, devant toi. Est-ce que tu le perçois comme un défi positif qui va t'apporter quelque chose ou tu le perçois comme une menace qui peut détruire ta carrière, t'empêcher d'aller plus loin, te faire arrêter le sport? Et autour de cette caractéristique centrale-là, il a identifié d'autres caractéristiques psychologiques. Donc là, il y a la motivation. Donc, c'est sûr. Motivation, confiance, concentration, qui sont trois choses, trois habiletés. Le support social. Je savais que ça s'en allait là, c'est sûr. C'est sûr. Mais en fait, je fais une parenthèse parce que hier, je lisais le World Happiness Report. Fait que 2020 qui est sorti, en tout cas, cette semaine. Là. Fait que c'est un rapport de 200 pages. J'ai pas lu ça au complet. Là. J'ai lu ça, les grandes lignes. Puis, d'ailleurs, le Canada est 11e dans l'indice de bonheur mondial. Les premiers pays étant tous des pays nordiques, Finlande, Danemark, Suède, toujours etc. La même histoire. Et
l'élément le plus fort qui ressort de ça, dans les pays les plus heureux, c'est là où il y a un indice de support social perçu le plus élevé. Ouais, écoute, Fait que c'était clair que c'était un élément important. Ouais, ça revient dans plusieurs études aussi, le support social, d'avoir non seulement une qualité du support social, mais aussi une variété. Tu sais, souvent dans le sport, moi, j'incite les athlètes à avoir un réseau hors du sport. Ouais. T'sais, Oui. Des amis qui sont pas liés au sport, dans la famille qui peut pas leur parler tout le temps de leur sport. Bref, ça devient important, comme c'est ça, un réseau qui est varié. Qui est positif, qui est de qualité. Puis pour en revenir aux caractéristiques psychologiques de la résilience, la dernière, c'est une personnalité positive. Donc, tu sais, bon, des gens qui sont peut-être un petit peu plus orientés vers l'optimisme, par exemple. Donc, ça, c'est le modèle de Sarkar. Il y a certainement d'autres modèles. Donc, si on répond à ta question, bien, les gens qui sont moins motivés, qui ont moins de facilité de concentration, qui ont moins de confiance en eux, qui n'ont pas de support social de qualité, diversifié, et qui ont une personnalité un petit peu plus, disons, pessimiste, ben, vont avoir un petit peu moins de facilité à, justement, à la résilience. Faire face. Parce que c'est documenté que dans la population globale, on a des gens qui ont une tendance à avoir des traits plus positifs puis des traits plus négatifs. Mais si je ne me trompe pas, il y a aussi des études qui démontrent qu'il y a des interventions qui fonctionnent pour diminuer, mettons, l'intensité des personnalités qui ont tendance à être plus négatives. Ben, en fait, écoute, moi, j'ai eu la chance de faire un stage professionnel de 2 mois en Israël dans un lab de génétique. OK, wow. Ça a été vraiment, vraiment une expérience super intéressante parce que c'est un lab de génétique qui s'intéresse justement à ce qu'on appelle plus de la génétique comportementale. Behavioral genetics. Je ne sais pas si on traduit ça bien. Oui, comportemental. Ouais. Donc, puis la chercheure avec qui j'ai fait les 2 mois, elle s'intéresse aux caractéristiques psychologiques. Puis, tu sais, en conclusion, là, tes gènes vont dicter un potentiel. Ton potentiel par exemple, la chercheure avec qui je travaille, elle travaille beaucoup sur la motivation. Est-ce qu'il y a des gènes de la motivation? La réponse, c'est oui. Mais ton gène ne va pas dire est-ce que tu vas être une personne motivée ou pas. C'est jamais un noir ou blanc la réponse. En fait, c'est OK. Peut-être que pour toi, si tu as les gènes de la motivation, puis c'est les gènes, là, by the way, c'est assez complexe tout ça. Mais si tu as ce profil génétique-là, ben c'est sûr que pour toi, être motivé, ça va être plus facile. Mm-hmm. Par contre, si tu es dans un environnement qui te laisse aucune autonomie, dans lequel tu as beaucoup de tâches répétitives, dans lequel tu n'as aucune possibilité de dire ce que tu penses, ben même si tu as le potentiel génétique d'être motivé, ton environnement, ça se peut qu'il inhibe ce potentiel-là. Le contraire est vrai aussi. Peut-être que tu as moins le profil génétique, mais tu es dans un environnement qui t'offre une grande autonomie, grande liberté, qui te supporte dans tes décisions, qui t'offre une variété d'options. Ben, ça va quand même être un petit peu plus dur. Il va falloir que tu y mettes des efforts pour être motivé, mais ton environnement va quand même faciliter le fait que tu sois motivé. Et là, tu me vois venir. Évidemment, si tu as le profil génétique et tu as l'environnement, ben là, c'est sûr que tu risques d'être une personne qui est particulièrement motivée. Donc, avec les traits de personnalité, c'est un peu pareil. Je crois beaucoup qu'on peut tous s'améliorer, sachant qu'on a tous un peu un plafond de potentiel aussi. Là, je veux dire, quand tu as une tendance au pessimisme, c'est sûr que tu peux aller, mais tu ne seras certainement jamais la personne... Tu ne vas pas changer de spectre complètement, parce que c'est un spectre au final. Exactement, c'est un continuum. Hein? Mais je pense que tu peux définitivement naviguer des situations de façon plus positive en apprenant. Mais c'est juste que toi, ça va te demander plus d'efforts que pour une personne qui a peut-être le profil génétique. Puis, bon, j'ai fait 2 mois de travail dans un lab génétique. Je travaille encore beaucoup avec ma collègue israélienne, mais ce que j'en ai compris de moi qui vient vraiment pas du domaine génétique, c'est que ça dicte un potentiel, mais que l'environnement va interagir avec ce potentiel-là pour soit l'optimiser puis le rendre le plus, comme le meilleur que tu peux être, ou le diminuer parce que ton environnement est juste supporte pas. Le meilleur exemple, c'est des jumeaux identiques génétiquement. Ben,
il n'y a aucune paire de jumeaux qui sont exactement la même personnalité, la même capacité d'adaptation, la même performance sportive, le même travail, les mêmes intelligences. T'sais. Fait que c'est clair que l'environnement, ton cercle social, qu'est-ce que tu prends comme chemin va dicter un peu comment tu es comme personne aussi. Là. Je trouve que ça... Tu sais, ta première question, c'était en lien avec la préparation mentale. C'est justement aussi une des choses qui prend beaucoup de mon temps, c'est de tenter d'aider les entraîneurs, de contribuer à créer des environnements qui vont justement permettre... Tu sais, des fois, c'est pas juste de l'intervention avec l'individu, mais c'est de l'intervention sur comment on crée l'environnement, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, que ce soit dans l'horaire, dans les activités d'entraînement, dans les interactions avec l'entraîneur, comment on peut leur donner cet espace-là, créer des environnements qui sont vraiment stimulants pour eux. Comme ça, chaque individu, dépendamment de leur potentiel, va quand même avoir l'opportunité de l'optimiser, plutôt que de dire, ben voici notre environnement, puis si ça ne fit pas avec toi, too bad. Oui, exact. Il faut que ce soit adaptable. Mais on parle beaucoup du modèle biopsychosocial dans l'ensemble d'une personne, que ce soit en termes de blessure ou autre chose. Puis la bulle du bio, du psycho et du social va être plus ou moins de telle grosseur selon chaque personne. Exact, moi, je m'intéresse beaucoup dans ma pratique, puis mes intérêts dans ma pratique pour aider les gens, en fait, je m'intéresse beaucoup à, autre que les aspects physiques, c'est quoi les meilleurs déterminants de comment les gens évoluent. Puis de plus en plus, en fait, puis la recherche démontre ça hors de tout doute, les facteurs pronostiques les plus forts négatifs de blessures ou de douleurs qui persistent, c'est toutes quasiment des aspects psychologiques ou sociaux. Fait que ça dépend beaucoup de... on prend un exemple très simple. Dernièrement, j'avais une formation sur les blessures à l'épaule, les blessures de la coiffe des rotateurs, les chirurgies d'épaule, des réparations de tendons de coiffe des rotateurs. Les 3 facteurs qui sont les plus déterminants de à quel point tu vas bien évoluer, les 2 premiers, c'est ce qu'ils appellent le self-efficacy, fait que la capacité... L'auto-efficacité, mais on pourrait rentrer là-dedans résilience, mécanisme d'adaptation et tout ça. Et l'élément numéro 2, c'est l'attente que ton programme de réadaptation va t'aider. Et en numéro 3, c'était à quel point tu as une fonction affectée par ta blessure. Mais cette atteinte-là de ta fonction était renversée par le fait d'avoir les 2 autres critères de ton côté, et qui sont des critères 100% psychologique. C'est à quel point tu penses que la physio va t'aider pour t'amener mieux et à quel point tu as la capacité de faire face à des défis, gérer un contexte difficile et faire face à l'adversité. Ben, c'est intéressant. La définition, en fait, dans la littérature que moi je lis, la définition de l'auto-efficacité, c'est ta croyance en ta capacité d'atteindre tes objectifs. Ouais, bon. Donc, voilà. Quand on travaille l'auto-efficacité chez les athlètes, moi, je leur dis toujours, il faut que vous entraîniez votre cerveau à associer que tu es capable d'atteindre un objectif. Puis ça, c'est une grosse erreur. C'est des erreurs simples et quand même anodines parfois, mais je te donne un exemple. Ça fait plusieurs années de ça. J'arrive à l'aréna. Moi, c'est mon sport, le patin. Donc, Ouais. Mais as-tu patiné? Oh, sûrement, ouais, c'est ça. Oui, moi, j'étais une patineuse. En fait, patinage synchronisé. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Ah, c'est pas un patinage en couple? Non, on est 16 athlètes sur la glace en même temps, dans des chorégraphies. Tu vois, ça va être ton devoir après... D'aller voir ça sur YouTube. Tu vas devoir aller voir ça. C'est superbe comme sport. C'est sûr. C'est pas encore un sport olympique, malheureusement. Okay. C'est pour ça que c'est pas nécessairement connu beaucoup par le grand public. Mais à tous, je vous invite à aller voir surtout les derniers championnats du monde qui ont eu lieu. Là, c'est des performances... 16 personnes. 16, oui. Okay. Surtout, 16 filles pour l'instant. Il y a quand même des garçons qui participent, donc ce n'est pas dépendamment. Il y a des équipes, nos équipes canadiennes présentent souvent des garçons. Le Canada est fort en patin artistique. Oui, tout à fait. Puis en patin synchro aussi. Okay, donc, bref, pour retourner à mon histoire, ouais. Je faisais de la préparation mentale avec des patineurs, puis j'arrive une journée, puis un des patineurs me dit... ils font leur programme. Donc, pour un homme junior, dans le temps, un programme long, ça avait 7 sauts. OK. 7 triples sauts, on espère, mais bon, des fois, double axel et tout ça. Ouais. Donc, j'arrive puis je lui dis, OK, ben là, si dans 5 minutes, tu fais ton programme du début à la fin, c'est quoi l'objectif? Puis là, il me dit, faire un clean. En patin, faire un clean, ça veut dire que tu atterris tous tes sauts. Fait qu'on est 6 semaines avant les championnats canadiens. Puis là, je le regarde, je fais, à quel point tu crois
que tu vas faire un clean là, dans 5 minutes. Puis là, il part, il fait, je dis sur 10, puis là, il dit 0 sur 10. Ah ouais? Fait que là, je suis comme, bon. Fait que là, toi, tu es en train de me dire que tu commences un programme avec l'objectif de faire parfait, donc d'avoir 7 sauts sur 7 et que tu y crois 0 sur 10. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train d'apprendre à ton cerveau? Que quand tu te fixes un objectif, tu ne l'atteins pas, right? Fait que j'ai dit, je sais que ça va t'apparaître bizarre, mais pourquoi on ne se fixe pas un objectif qui sera imparfait pour l'instant, mais que tu sais que tu vas être capable d'atteindre? Je dis là, avec ton entraînement, tu penses que tu es capable d'en réussir combien de sauts dans ton programme? Puis il me dit, 3. Bon, 3 sur... Puis là, il dit, ouais, mais c'est pas bizarre de partir avec l'idée que je vais tomber 4 fois, là. Puis là, je suis comme, en même temps, tu le sais en dedans de toi que tu risques de tomber. Fait qu'on va partir avec 3 sur 7, puis on va aller atteindre cet objectif-là, puis voici, moi, ce que je vais te demander pour les 6 prochaines semaines. 3 sur 7, on commence avec ça aujourd'hui. Si tu réussis aujourd'hui, demain, je vais te demander la même chose. 2 jours de suite, il faut que tu sois capable de faire ton 3 sur 7 pour passer à l'objectif suivant, qui peut être 4 sur 7. Puis là, il y a quand même des petits détails en patin là, que je vais te... Ouais, on garde ça. Exactement, on garde ça simple. Donc, je dis, 2 jours de suite, il faut que tu sois capable de faire ton 3 sur 7 avant de passer au prochain. Fait que là, il me dit, OK, c'est bizarre, mais allons-y. Je dis, à quel point tu y crois? Puis là, je vous ramène sur la définition de l'auto-efficacité. Ouais. Ta croyance en ta capacité d'atteindre tes objectifs. À quel point tu y crois que tu es capable de faire 3 sur 7 là, dans 5 minutes? Il me dit, il dit 9 sur 10. Bon, déjà là, on est un petit peu plus en business. Là. Il part, il fait son 3 sur 7, parfait. On entre dans un processus de 6 semaines où est-ce qu'il peut juste passer à un objectif comme supérieur s'il atteint pendant 2 jours l'objectif. Bon, fait qu'on est rendu à 1 semaine des championnats canadiens, puis il est rendu à 6 sur 7. Puis là, c'est sûr que là, ça commence à être un petit peu plus difficile. 6 sur 7, il réussit 2 jours de suite. J'ai dit, OK, j'ai dit au championnat canadien, est-ce que l'objectif, c'est vraiment de faire 7 sur 7? T'sais, est-ce que toi, tu y crois à ça? Ouais. Puis il dit, écoute, on était à 1 semaine, puis je fais un 6 sur 7 de façon constante. Fait qu'il dit, je pense que c'est plus raisonnable d'y aller avec un 6 sur 7. Je dis, parfait. Je dis, on va partir avec ça, sachant, moi, ce que je veux, là, c'est qu'avant ton programme, tu sois capable de dire, je sais que l'objectif que je me suis mis en tête, je vais l'atteindre. Ouais. Fait que il s'en va au championnat canadien. Puis c'est drôle parce que j'aime toujours ça, suivre les résultats à distance. Puis là, je veux pas diminuer. On voulait faire un top 10. C'était ça l'objectif. Ouais, c'était ça l'objectif. C'est un patineur top 10, parfait, on voulait faire ça, génial. Je vais voir les résultats après le programme court. On avait juste fait l'approche avec le programme long, mais je les suis quand même toujours un peu. Je m'en vais voir ça, puis là, il est premier après le programme court. Puis là, je suis comme, ça doit être l'ordre de passage, ça doit pas être comme les résultats. Ouais, c'est ça. Fait que là, je cherche, puis je suis comme, OK. Fait que, non, effectivement, il est premier après le programme court, puis je suis comme, on s'était pas tant préparé à ça. Là. Nous, on s'était préparé pour un top 10, tu sais. Fait que je lui parle entre les 2 programmes. Il est super à l'aise avec ça. Il sait qu'il ne va pas garder sa première position. Là, il dit, je connais mon niveau aussi. Je sais qu'est-ce que les autres vont faire comme programme long. Il dit, Véro, 6 sur 7, on garde l'objectif, on ne change pas l'objectif. Je sais que je suis capable de faire mon 6 sur 7 demain. Cool! Fait son programme long. Et là, c'est le petit moment cheesy de mon histoire. Ben oui, il a fait un clean, il a fait son 7 sur 7. Ah ouais. 7 sur 7, il a fini 3e. Wow. Vraiment au-delà de ses attentes. Ouais, de ses attentes. Mais la plus belle chose qu'il m'a dit, c'est la première fois que je me suis pointée sur une glace, sachant que j'allais atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Et, tu sais, ça peut paraître un peu simple ou simpliste comme stratégie, mais si on prend les définitions des habiletés psychologiques, dans le cas présent, l'auto-efficacité, c'est ta croyance en ta capacité d'atteindre tes objectifs. Donc, il faut que tu t'entraînes à l'entraînement. Ouais. Moi, j'essaie vraiment d'amener les athlètes loin de tout le temps faire la perfection à l'entraînement. Si aujourd'hui, tu es fatigué, si aujourd'hui, tu viens d'avoir un examen, tu arrives, là, puis justement, c'est mon concept d'argent. Ouais. Tu es déjà là, tu as déjà dépensé 80$. Déjà, c'est ça, dépensé beaucoup d'argent. Est-ce que c'est réaliste de dire que tu vas toujours faire une performance parfaite? Non. Donc, ajuste tes objectifs quand tu arrives à l'entraînement pour t'assurer que
il y ait des petites victoires au quotidien. Puis là, tu es en train de bâtir ta confiance. Puis on le sait qu'à la fin, pour revenir à ce que tu disais, l'auto-efficacité est quelque chose qui va faire une grosse différence. D'être capable d'embarquer sur une patinoire puis de te dire... Ça peut paraître ironique de dire, bon, j'accepte de tomber une fois, mais je le sais que ça, c'est possible dans mes capacités. Ce savoir-là, je pense qu'il est plus fort que de t'imposer la perfection. 100% d'accord. J'ai reçu à l'épisode 11 Jacques Forêt, qui est psychologue, puis qui a travaillé beaucoup avec des équipes olympiques, entre autres avec les Sœurs du Four-la-Pointe aux Olympiques de Sochi, je crois, dans une espèce de projet pour voir à quel point, si on satisfait les besoins psychologiques qui favorisent la motivation de ces athlètes-là, ça a un impact sur la performance. Puis tu sais, il y a de la littérature forte là-dessus. Ben oui. Les entraîneurs qui ne veulent pas absolument gagner de médailles, gagnent plus de médailles que les entraîneurs qui veulent gagner à tout prix des médailles. Fait qu'il y a de quoi dans l'atteinte d'objectifs réalistes, réels, importants, qu'on se fixe, qui semble driver une motivation intrinsèque beaucoup plus importante et qui a un impact sur la performance. Je pense que j'ai jamais vu l'auto-efficacité avec cette définition aussi simple, qui parle beaucoup, parce que quand on parle d'objectifs en physiothérapie, on parle d'objectifs de si tu as plus mal, ça te permet de faire quoi? Pourquoi c'est important pour toi de ne plus avoir mal? Puis je pose souvent la question aux gens, combien de pourcentage d'amélioration tu vises? Puis les gens, il y en a 2 sur 3 qui me regardent avec des yeux étranges, genre, 100%. C'est pas tout le temps vrai. Puis après ça, la question qui suit, c'est est-ce que tu penses que c'est possible? Ah, non, j'ai ça depuis 30 ans. OK. Donc, pourquoi on se fixe pas un objectif que tu penses qui est possible et dont tu vas être certain d'atteindre, qui va te motiver à faire tes exercices, à venir faire tes traitements, puis à faire pas mal toutes les choses qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs-là. C'est tout l'aspect... En fait, 100% de la conversation à date, je suis capable d'appliquer tout ça aux blessures puis à la physiothérapie. Ah ben oui, puis même fascinant, là, la motivation intrinsèque que tu viens de parler, Jacques Forêt, en fait, ça, c'est la beauté. Il travaillait avec J.P. Richard. Ouais. Puis quand l'entraîneur, pour vrai, là, en préparation mentale, quand l'entraîneur est collaboratif et ouvert et participant, ça fait toute la différence. Moi, je vois peu de... les effets de faire de la préparation mentale sans l'entraînement sont moindres. Sans l'entraîneur, excusez-moi, sont moindres, définitivement. Quand l'entraîneur est vraiment engagé, parce que ça nous permet d'aller plus directement impacter l'environnement, impacter l'aspect holistique de l'athlète. Puis quand on parle de motivation intrinsèque, tu sais, je peux m'asseoir là, avec un athlète puis lui expliquer toute la théorie de la motivation, tu sais, que ce soit l'autodétermination, puis les besoins psychologiques de base et blablabla. Mais tant que l'environnement les offre pas ou répond pas à ses besoins psychologiques de base, vraiment récemment, on fait une intervention avec un athlète qui avait... Moi, je lui ai parlé, 30 minutes. C'était évident qu'on était dans un enjeu de motivation. Parfait. Je me suis assise plus longtemps avec l'entraîneur. Puis j'ai dit, regarde, OK, on va y aller un peu audacieux, là. J'ai dit, j'aimerais ça tester pour le prochain mésocycle d'entraînement, que tu lui montres le plan d'entraînement, mais tu le laisses libre de choisir jusqu'où il se rend. Puis souvent, c'est un athlète qui réagissait beaucoup quand il y avait un gros volume de routine. Puis il réagissait vraiment fortement à ça. Je dis, hey, j'aimerais juste qu'on teste. Est-ce qu'on peut le laisser comme gérer? Il voit le plan, puis il peut... c'est un changement, là, tu sais, c'est Son simple. besoin d'autonomie était frustré. Exactement. Puis là, tout d'un coup, on a vraiment, vraiment augmenté. On a répondu à un besoin d'autonomie qui n'était pas directement... Il verbalisait pas directement, mais dans plein de choses qu'il faisait puis dans plein de choses qu'il disait, on pouvait sentir que, peut-être que lui, là, si on y va vraiment dans une pratiquement autonomie totale, avec un guide qui est capable de naviguer, puis tu sais, qu'est-ce qui arrive en fin du compte, c'est que l'athlète, là,
il a fait tous les entraînements, mais il l'a fait selon ses conditions à lui. Ouais. Puis finalement, son volume, là, il est égal. Ouais. Et l'entraîneur était vraiment étonné parce que c'est sûr que les entraîneurs ont toujours un petit moment, ouais, mais là, s'il décide de rien faire, ben, so be it. Ouais. Ça sera à lui aussi d'assumer les conséquences à la fin, mais c'est pas ça. Les athlètes prennent rarement ce chemin-là. Ils vont au contraire dire, OK, j'ai cette liberté-là, j'ai cette responsabilité-là. Puis il l'a illustré bien, l'athlète. C'est comme si tout d'un coup, j'avais le droit de... Tu sais, avant, je voyais tous les entraînements comme des grosses montagnes. Ouais. Puis là, il dit là, c'est comme si j'avais le droit de prendre un break mi-montagne, puis me prendre un petit genre drink, puis relaxer. Regarder la vue. Puis de me dire, je continue-tu, je descends-tu. Puis il dit, ce choix-là me faisait toujours comme monter d'un palier de plus. Ouais, hein? Mais je voyais plus la grosse montagne comme étant quelque chose de tough, Ouais. mais plutôt comme, tu sais, comme un beau trekking un samedi avec un beau soleil, puis j'y vais à mon rythme comme je le file aujourd'hui, puis ben le fait que ce soit comme ça, je suis moins stressée, je suis plus motivée, donc ben ça me tente de monter jusqu'en haut pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. En tout cas, bref. Mais cette histoire-là, ce qu'elle démontre très bien, c'est que le one size fits all, encore une fois, n'existe pas. Tout doit être adapté. Cette année, je me suis formé pour appliquer la théorie de l'autodétermination à la réadaptation. OK? Fait que j'ai fait une formation qui avait pour but comment optimiser la motivation des patients qui souffrent de douleurs chroniques. Game changer dans ma pratique. Game changer. Fait que je sais reconnaître beaucoup plus facilement les enjeux liés à la motivation des patients, les frustrations de motivation qui sont spécifiques selon chaque type de personnalité, puis des interventions concrètes. Puis la motivation est la base de toute réadaptation, est la base aussi de performer, changement, exactement. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, c'est encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé, puis moi, je vais parler pour les physios parce que c'est ce que je connais. On a tendance à dire, voici exactement ce qu'il faut pour ce type de blessure-là. Oui, la science donne des réponses à une entorse de cheville, voici comment c'est le mieux de guérir ça. Comme la science donne des réponses à qu'est-ce qu'il faut manger pour être le plus en santé. Mais après ça, une blessure, une entorse de cheville, c'est une chose. Puis après ça, ben Pierre ou Jacinthe, je sais pas pourquoi j'ai des noms de personnes âgées, mais ou Julie qui a une entorse de cheville dans un contexte avec des antécédents X et Y, puis un environnement X ou Y, ben c'est complètement différent. Puis ça demande une adaptation pour cette personne-là. Fait que je pense qu'on est beaucoup rigide dans la façon de voir les choses. Puis tu sais, c'est loin où j'extrapole ça, mais le modèle scolaire de comment on éduque, puis comment l'école, c'est ci, puis c'est ça, puis c'est tant de périodes, puis tout le monde fait la même chose. Puis tu sais, les gens, ils se demandent pourquoi les gens sont de plus en plus incapables de tenir sur des chaises assis, puis que les diagnostics de TDAH explosent, puis là, tout le monde fait de l'anxiété, mais comme peut-être qu'il n'y a pas assez d'adaptabilité. Ah oui, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es chanceux si tu tombes dans un environnement qui te va bien. T'sais, comme l'école, justement. Ouais, c'est ça, ben, tu es chanceux si t'as pas, justement, de TDAH, que t'as pas de besoin de stimulation moteur, que tu es très intellectuel dans ton approche face aux différentes connaissances. Bon, mais si tu tombes moindrement, toi, tu es plus artistique, tu es plus moteur, tu es plus... la réponse environnementale à ça, elle est modifie-toi pour fitter dans l'environnement plutôt que l'environnement va se modifier pour toi. Pour répondre. Ce qui est beau dans le sport élite, c'est qu'on a l'opportunité. Puis, je sais qu'à l'école, ce serait beaucoup plus complexe. Je sais aussi que même au début du parcours sportif, quand tu as beaucoup de jeunes dans un groupe, ça peut être quand même difficile d'y aller avec chaque individu. La chance que moi j'ai, c'est que on veut répondre aux besoins de chaque athlète, donc on a l'opportunité de créer des environnements qui peuvent être plus favorables à qui l'athlète est dans ses caractéristiques à lui, puis comment on peut ajuster l'environnement en fonction de ses caractéristiques et pas le contraire de dire voici l'environnement et même si toi tu es un carré, ben tu dois fitter dans le cercle, puis on va te pousser à fitter dans ce cercle-là. C'est là que, encore une fois, les sports d'équipe, c'est un beau défi, disons, d'ajuster, parce que, tu sais, pour une équipe de 20 individus, de dire que l'environnement est favorable à l'émergence
de chacune de façon optimale. C'est quand même un beau défi. C'est pas on essaie, mais c'est quelque chose, justement, on se pose vraiment, vraiment beaucoup de questions. Puis en lien avec ce que tu disais, tu sais, moi, j'ai beaucoup l'approche professionnelle. Je suis l'experte des connaissances dans mon domaine, la psychologie de la performance, mais tout individu avec qui je travaille est l'expert de lui-même. Exact, donc, exact. Tu sais, moi, je peux te dire, voici différentes options, voici ce que la science sait, mais tu sais, comment toi tu réponds à ça. Puis c'est pour ça que pour moi, là, c'est super important. J'essaie, en tout cas, j'espère que je le fais bien, d'être le livre le plus ouvert et de dire, hey, venez me donner du feedback, dites-moi qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui fit avec vous, qu'est-ce qui fit pas. Puis c'est vraiment les athlètes avec qui j'ai cette communication-là la plus ouverte que ça fonctionne le mieux, parce qu'ils sont capables de me dire, hey, j'ai essayé Véro, là, mais pour moi, ça. Puis ça arrive, là, tu sais, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Ou des fois, ça marche pas maintenant. Puis c'est drôle parce que j'ai des athlètes qui ont essayé des trucs il y a 3-4 ans. Ils ont été super fermés à l'idée. On n'est pas embarqué là-dedans, OK? Puis là, tout d'un coup, 4 ans plus tard, là, sont disposés à ça, sont plus réceptifs. Puis là, tout d'un coup, ça marche bien. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de caractéristiques personnelles, mais aussi de timing. Mais je pense que c'est Einstein qui disait, si on évaluait un poisson, un singe, un éléphant, un alligator par leur capacité à grimper un arbre, il y en a qui se trouveraient pas mal cons. Tu comprends? Fait que c'est comme si tu donnes le même type de tâche, le même type de cadre à un poisson puis un singe pour grimper un arbre. Le poisson, il va se sentir petit. Tu sais. Ouais, l'éléphant, il risque d'avoir aussi de la misère. Tantôt, tu as parlé d'imagerie mentale. Ouais. C'est quoi le rôle de l'imagerie mentale dans ton travail, toi? En fait, c'est un outil. C'est un outil d'optimisation psychologique qu'on va utiliser vraiment dans 2 contextes particuliers. Je travaille quand même beaucoup dans des sports technico-artistiques, donc souvent dans l'apprentissage d'un nouveau mouvement, où justement l'athlète va vouloir ressentir des choses avant même de le faire pour vrai. J'utilise aussi beaucoup la vidéo en lien, parce qu'on sait que l'observation et l'imagerie mentale, les théories les plus récentes disent qu'en fait, quand tu imagines ou quand tu observes, soit quelqu'un d'autre faire ou toi-même faire un mouvement, il y a des parties de ton cerveau similaires qui sont activées. Puis c'est en fait ça qui ferait que, oui, c'est vrai qu'il y a un petit gain qui n'est pas aussi important que lorsqu'on pratique pour vrai, mais il y a un gain d'apprentissage. Donc, on va utiliser l'imagerie qu'on appelle plus cognitive. Donc, de l'imagerie cognitive dans le but de soit imaginer un mouvement qui n'est pas encore acquis, puis de vraiment être capable de voir dans sa tête ou sur vidéo comment exécuter le mouvement, soit pour augmenter la constance d'un geste qui commence à être acquis. Donc, l'athlète le performe, l'athlète est capable de faire, mais là, on veut rendre le geste plus constant. C'est une belle façon, des fois, de diminuer le volume physique. Donc, tu sais, si tu performes physiquement le mouvement puis tu prends le temps de l'imaginer tout de suite après, ben, sans dire que c'est une double répétition, ça va quand même favoriser l'apprentissage ou l'augmentation de la constance du mouvement. Donc ça, c'est un volet, je te dirais, un petit peu plus technique. Quand on s'en va en compétition, j'aime mieux utiliser l'imagerie motivationnelle. Puis là, on parle plus de se voir dans l'état dans lequel tu veux performer. Donc, un athlète qui sait qui va avoir tendance, par exemple, à être un peu trop tendu puis un peu trop stressé, ben le fait de l'amener à te voir calme, en contrôle, confiant. Tu sais, de quoi tu as l'air quand tu es confiant? Quand je suis confiant, je vais avoir la tête haute, je vais avoir les épaules dégagées, je vais me tenir droite, je vais avoir un sourire dans le visage. OK, mais je veux que tu te vois, tu sais, dans ton contexte de compétition. De cette façon-là. De cette façon-là. Donc, imagerie cognitive plus à l'entraînement, imagerie motivationnelle plus pour la préparation à la compétition. C'est des outils, encore une fois, on parlait d'individualité. C'est des outils que des athlètes qui vont adorer, qui vont vraiment, premièrement, avoir des images claires, qui vont vraiment apprécier ces moments-là, être capables aussi de rester concentrés. Tu sais, c'est quand même... Tu crées des images sans stimuli. C'est pour ça, des fois, que j'utilise la vidéo pour certains athlètes parce qu'ils ont besoin d'un stimulus externe. Sinon, ils se perdent un peu dans leur tête puis sont comme « Oh mon Dieu, je n'étais plus tant concentré finalement. » Donc, ceux qui aiment ça, il y en a aussi, par contre. Puis il y a des façons de le travailler, là, mais qui, au début, vont résister parce qu'ils sont comme « Ah, moi, je me vois toujours échouer dans ma tête. » Puis là, t'es comme...
Souvent, c'est parce que c'est des athlètes qui vont juste utiliser de l'imagerie mentale, justement, en compétition quand ils sont stressés. Fait que là, souvent, je leur dis, OK, on va juste commencer par en faire en entraînement quand t'es calme, quand t'es pas anxieux. Puis on va faire avec des mouvements que tu connais bien, des mouvements que tu as bien acquis. Puis là, tu sais, tranquillement, c'est comme, ah, c'est vrai, quand je vois ces mouvements-là, je me vois bien réussir. Puis là, on bâtit là-dessus. Donc, c'est très individuel. C'est pas quelque chose que je force sur aucun athlète. C'est un outil qui est là, qui peut être très utile. Mais tu sais, comme tu disais tantôt, par rapport à la réhabilitation, il faut que l'athlète aussi y croit. Oui, exact. Tu sais, forcer ça sur quelqu'un, si tu penses que tu fais juste ça pour le faire, ben l'efficacité de l'outil est vraiment diminuée. Là. Ben, tu sais, en lien avec ça, dans les blessures, je crois que c'est lombaires, fait que les douleurs lombaires qui mènent à des arrêts de travail, l'incapacité à répondre à la question « Dans combien de mois te vois-tu retourner au travail? » est prédicteur d'un retour au travail retardé de façon significative en lien avec les blessures. Fait que, tu sais, il y a un lien entre l'attente d'aller mieux, les objectifs de traitement ou les objectifs de performance, la visualisation de quelque chose de positif dans le futur, être confiant et optimiste que ça va aller bien. Les dernières recommandations pour la prise en charge de blessures traumatiques, fait qu'on parle d'entorse de cheville, ont inclus l'optimisme dans un élément clé de la prise en charge. Parce que la croyance que ton entorse de cheville va bien guérir est un meilleur prédicteur que la sévérité de ton entorse de cheville. Fait que tu peux avoir une entorse de cheville de grade 3, qui est le grade le plus élevé, avec une cheville grosse comme une tête puis une enflure. Si tu es croyant et tu crois et tu es optimiste que ton entorse de cheville va bien guérir, tu es plus outillé que quelqu'un qui a un grade 1 puis qui pense que sa saison est terminée, qu'il va être de même toute sa vie. C'est vraiment intéressant parce que quand j'ai travaillé au Cirque du Soleil, bon là c'est un peu en pause toute cette histoire. Ouais. Mais je travaillais beaucoup avec les physios justement, puis eux s'intéressaient beaucoup à intégrer davantage les aspects psychologiques. Puis une des études que j'ai partagées avec eux, c'est justement sur l'utilisation de l'imagerie mentale pour autant, oui, garder cognitivement tes mouvements là, actifs et tout ça, mais aussi dans le but de voir, quand on sait que quand l'athlète comprend bien le mécanisme de sa blessure, puis aussi le mécanisme de réhabilitation. Puis tu sais, aujourd'hui, avec YouTube, tu peux voir une cheville se réparer quasiment. C'est comme les images sont super bien faites. Là, je cherchais des trucs l'autre jour, puis j'ai tombé sur des affaires. Je me suis dit, mon Dieu, il t'explique vraiment tout, comment, tu sais, comment ça guérit. Oui, exactement. Puis ça, de le voir, de l'imaginer, même super spécifique, d'imaginer ta cheville se réparer, ils ont trouvé que ça avait des effets positifs sur le temps de réhabilitation. Puis je parlais de ça avec certaines collègues au Cirque du Soleil. Puis effectivement, quand ils suggèrent aux artistes d'utiliser, que ce soit, oui, des techniques d'image mentale, des techniques de relaxation, de se voir dans le futur bien performer avec une cheville super fonctionnelle, ben, ils m'ont témoigné que, OK, ouais, c'est vrai, on sent que l'artiste embarque plus dans la réhabilitation puis qu'il y a quand même des avantages à faire ça. Puis moi, en physio, je travaille beaucoup dans... En fait, je travaille beaucoup dans un concept qu'on appelle le contrôle moteur. OK? Puis... en fait, il y a beaucoup... Je vais faire une prémisse à ce que je dis. Okay? Dans les blessures persistantes, les douleurs chroniques, on remarque que l'imagerie motrice, fait que la capacité à visualiser du mouvement, ou même l'imagerie corporelle, fait que la capacité à visualiser des parties de son corps est atteinte. Okay? Puis il y a des types de blessures qui sont beaucoup plus reliés à un problème d'imagerie corporelle qu'à un problème physique problématique. Okay? Par exemple, le syndrome douloureux régional complexe, qui est le syndrome épaule-main, là, qui peut arriver à la suite d'une fracture du poignet, du coude, de l'épaule, peu importe. Il y a un aspect physique, anatomique précis, mais quand c'est chronique et quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a des études qui montrent que, par exemple, c'est ma main droite, bien, quand les gens croisent leurs bras, l'autre main ressent les symptômes. Et donc, c'est l'espace péricorporel qui est atteinte et donc une espèce de, si on veut, section du cerveau qui représente cette partie du corps-là. Fait que ça, c'est ma prémisse pour dire que les gens qui ont plus de difficultés à visualiser leur corps, à savoir sont où dans l'espace,
à visualiser du mouvement ressentent des douleurs et des symptômes musculo-squelettiques étranges parfois. Simplement parce que le cerveau ne sait pas il est où dans l'espace. Puis ça a été étudié quand même dans plein de choses, en lien avec la neuroplasticité aussi, puis comment le cerveau est capable de remodeler ça. Mais tout ça pour dire que, puis ceux qui écoutent puis qui ont des douleurs persistantes, là, mettons d'une main ou d'un coude d'un côté, faites l'exercice de fermer les yeux, de prendre le même coude qui a pas mal l'autre côté, puis de visualiser le coude, de voir à quel point l'image est claire de 0 à 10. Puis 10 étant comme clair comme un film. Là. On est capable de fermer les yeux puis de voir le visage d'un membre de la famille, là, clairement de construire ça. Les gens ne sont pas capables de construire une image aussi précise du membre douloureux. Surtout dans des contextes de douleur chronique ou persistante. Parce que le cerveau est ton organe qui modèle toute ta représentation de ton membre. Fait que ça va jusque-là, l'imagerie mentale, l'imagerie motrice. Puis, je suis content que tu en parles de ça parce que je me fais souvent, pas regarder comme un fou, mais mes patients ont bien de la difficulté à croire jusqu'à quel point notre cerveau est puissant. Et pas dans un sens négatif que tout est psychologique, mais juste dans un sens que pas de cerveau, pas de rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui ne fonctionne dans notre corps sans cerveau. Donc, c'est un peu ridicule de penser qu'on peut prendre en charge des gens, que ce soit dans des blessures ou que ce soit dans d'autres, peu importe, sans considérer tout ce que notre cerveau a comme puissance et comme effet sur le reste de notre corps. T'sais. C'est intéressant parce que, en fait, tout est interrelié. Tu vois, des fois, je trouve que aussi, en psycho, on s'intéresse trop à juste le cerveau. Ouais. Puis là, on oublie que le corps est connecté. Puis c'est pour ça que dans plusieurs des activités que je fais, pour moi, impliquer le corps, c'est vraiment, vraiment important parce que ton corps aussi est attaché à ton cerveau. Puis c'est up-down, puis top, down-up, bottom-up, top-down, ouais. Voilà. Exactement, puis le bottom-up en psycho, il est pas... Souvent, il est un petit peu mis de côté. Puis tu sais, quand je travaille la créativité, justement, moi, pratiquement toutes mes activités sont motrices. Ouais. C'est tous des activités motrices dans lesquelles les gens finissent par comprendre les concepts psychologiques liés à l'optimisation de la créativité, mais ils le découvrent parce qu'ils le découvrent à travers leur corps. Ouais. Puis moi, je pense que ces interventions-là qui sont très, très holistiques, c'est plus compliqué, évidemment, là, parce qu'il faut que tu t'intéresses à comme vraiment une multitude de facteurs, mais je pense que c'est des interventions plus puissantes. Donc, toi, oui, ta pensée numéro 1 va avec le corps, mais là, de plus en plus, tu intègres la tête dans tes pratiques. Puis je pense que toutes les pratiques qui vont devenir un petit peu plus holistiques comme ça risquent de... Parce qu'on est un système. Là. Système, tu peux pas couper un... Non, c'est un système qui fonctionne tout ensemble. Puis en fait, tu sais, à l'école, on apprend l'importance de l'aspect psychologique, social sur les blessures et tout ça, en théorie. Mais on n'a pas nécessairement assez d'outils, je trouve, pour l'appliquer concrètement. Fait que moi, il a fallu que je fasse beaucoup de formations, puis que je me fasse former, puis que j'ai du mentorat pour ça, pour être capable d'arriver à quelque chose de vraiment bien concret. Puis tu sais, maintenant, je suis capable de dire que, j'intègre beaucoup plus large que la blessure. Tu sais, la blessure physique, là, c'est quasiment rendu la chose qui est le moins important. Parce que je sais que ça va bien guérir si tout le reste est optimal. Puis après ça, on le sait comment les guérir, les blessures. Là. La majorité de la science a des consensus par articulation, par blessure. Puis ça va toujours évoluer, puis c'est parfait pour savoir c'est quoi les meilleures pratiques. Mais je pense qu'une des grosses failles, c'est qu'on ne reconnaît pas assez l'importance de bien outiller les patients dans l'aspect psychologique, social de leurs blessures. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de créativité puis d'associer un mouvement. Il y a beaucoup de littérature dans l'apprentissage d'informations théoriques en lien avec les apprentissages scolaires et l'association à un mouvement. Quand tu associes une information à un mouvement, tu as une meilleure rétention par rapport à quelqu'un qui ne fait que la lire ou que l'entendre, tu sais. En fait, tu sais, c'est pas une science nouvelle du tout, mais je pense que c'est une science qui revient un petit peu plus à l'avant, qui est de Embodied Cognition. Ouais. Cognition incarnée, je pense, serait la meilleure traduction en français. On va l'accepter pour aujourd'hui. Oui, non, c'est ça. Puis, moi, c'est beaucoup sur ces concepts-là que je me base, où est-ce que, oui, de déstabiliser. Tantôt, on parlait de comment on peut gagner suite, on déstabilise le système, mais dans le but qu'il se réorganise. Puis,
l'humain ne fait pas assez confiance à ses capacités, justement, voyons, je perds mon mot, là, mais de se réorganiser, d'auto-organisation. Ouais. C'est des fois, c'est parce que j'essaie de traduire en même temps. De se réorganiser. N'importe quel système que tu déstabilises va vouloir se réorganiser. L'homéostasie. Exactement. Donc, même si c'est psychologique, puis on parle pas de déstabilisation, tu sais, c'est des petites déstabilisations, mais moi, c'est ça que je fais quand je fais mes trucs sur la créativité, c'est, oui, là, tu sais, je te demande de bouger là, de façon que tu n'as peut-être jamais bougé de ta vie, puis là, tu te sens ridicule, puis là, tu es inconfortable, puis là, il y en a qui sont un peu stressés par rapport à ça, puis c'est correct parce que tu vas trouver, tranquillement, les gens naviguent tout ça, puis s'auto-organisent. Ils se réorganisent soit psychologiquement à l'intérieur d'eux-mêmes, mais souvent, puis ça, c'est des trucs que je fais depuis depuis l'été avec Water Polo, où est-ce que, tu sais, on amène, en collaboration avec Alain Delorme, le préparateur physique de l'équipe, on s'est vraiment unis, puis on s'est dit, OK, là, on fait des trucs physiques et, tu sais, préparation mentale, préparation physique en même temps. Puis, tu sais, au début, les filles étaient comme, boy, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tu sais, on est vraiment dans ça. On crée des environnements qui les déstabilisent, puis on regarde de façon, là, super, tu sais, ça, c'est quand même difficile de ne pas donner d'instructions, hein, tu sais, de créer des instructions de base, puis de voir comment les gens se réorganisent là-dedans. Puis on voit des fois, ils se réorganisent socialement, puis ça, c'est tellement intéressant, parce que j'ai une des athlètes qui vient me voir l'autre jour, elle dit, ben là, est-ce qu'on triche ton activité? Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire, tricher? Elle dit, ben là, tu sais, elle dit, tu nous donnes des balises, critères, des balises, exactement. Mais elle dit, tu sais, je dis, est-ce que ça facilite la tâche pour vous? Puis elle me dit, ben oui. Je dis, est-ce que vous vous êtes réorganisé socialement pour faciliter la tâche? Puis là, elle dit, ouais. Je dis, moi, c'est juste ça que je veux. Ben c'est ça, la créativité. Exact. Finalement. Je veux que vous soyez capable de résoudre le problème que je vous donne. Puis si vous trouvez des façons faciles ou facilitantes, je devrais dire, de le réorganiser, moi, là, je pense, là, tu sais, à la fin d'une game, là, quand la pression va être haute, là, puis qu'il nous reste 30 secondes, puis que, je sais pas, moi, on est juste... on est en avance d'un but où on doit aller scorer un but pour gagner la game, ça va être une problématique là, qu'il va falloir qu'ensemble, peu importe ce que le coach... Tu sais, oui, le coach va vous guider, mais il va falloir que vous soyez capable de regarder ce qui se passe puis de trouver la manière la plus facilitante de scorer un but ou d'arrêter un but, tu sais. Puis moi, c'est ça, je veux que vous soyez bonnes à vous réorganiser ensemble quand on déstabilise votre environnement, mais c'est encore très nouveau là, comme façon de faire. Je comprends. Puis au début, clairement, oui, les athlètes étaient, je veux pas dire résistantes. Oui, peut-être un peu résistantes. Peut-être curieuse en même temps aussi, probablement. Il y a beaucoup de questions, on a répondu et tout ça. Tu sais, aujourd'hui, il n'y en a plus de questions. Là. Ils arrivent, ils me voient, puis ils savent. Là. Ils savent que ça va être... OK, bon. Aujourd'hui, on a ça. Bon, OK, là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui poussent loin. Là. Il y en a, là, des fois, je suis comme, même moi, ils me challenge cognitivement, parce que plus qu'eux, ils trouvent des façons de naviguer les tâches... Moi, je veux pas que ça soit trop facile pour eux. Fait que moi, je dois trouver des nouvelles contraintes. Fait que là je suis rendue à un stade, il faut que j'ai check parce que faut que je sois attentive à ce qui se passe pour dire OK, non, toi, tu passes plus à elle parce que là, il se crée des petits systèmes. Bref, c'est le concept d'impliquer le corps pour le développement psychologique est aussi important que d'impliquer la tête pour le développement physique, je dirais. Ouais, c'est clair. C'est vraiment... c'est une interaction continue. Oui, exact. Mais, tu sais, en lien avec ça, mettons que tu es en fin de match, il y a tout le temps un temps mort, là, puis là, il y a une stratégie qui est décrite sur un tableau. Voici ce qu'on va faire pour essayer de compter. Mettons, OK, il y a une mise en jeu dans le territoire adverse, il reste 15 secondes, voici ce qu'on va faire. Puis je le sais que dans plein de cas, c'est quelque chose de très précis. Il va y avoir lui qui va aller là, fait que toi, tu vas faire ça, puis tu vas aller là, puis voilà. Mais qu'est-ce que tu fais quand ça se passe pas comme prévu? C'est quoi ta réaction face à ça? Si tu n'as aucune capacité d'adaptation, ben dès que ça sort du moule prescrit, ça marche pas. Fait que j'imagine que ça rejoint un peu les objectifs que toi, tu veux atteindre en travaillant avec la créativité. 100%. En fait, moi, je serais vraiment curieuse, puis j'ai pas tombé sur d'études qui regardent le pourcentage de fois que le plan... s'exécute à la perfection. Exactement, là. J'ai pas l'impression que c'est si souvent que ça. En fait, tu sais, ce qu'on aimerait,
c'est que les athlètes soient en mesure de... Puis tu sais, c'est vraiment intéressant parce que, encore là, l'individualité va avoir un grand impact. Puis je le vois aussi dans les activités que je fais dans le gym avec les athlètes parce que, puis ça, pour les entraîneurs, c'est de l'information en or. Quand moi, je donne des consignes, tu as différents types d'athlètes. Tu as des athlètes qui vont suivre les consignes à la lettre. Mm-hmm. Puis on fait souvent du load cognitif. Fait que dans les activités, je vais leur demander de garder des chiffres en tête en même temps qu'ils font une autre tâche, par exemple. Et là, comment que les athlètes comprennent la tâche? Souvent, c'est des mouvements créatifs. Fait que tu y vas dans plein de mouvements créatifs et en plus, tu dois garder les chiffres en tête. Fait que là dans une activité comme ça, tu as des athlètes qui vont choisir que pour eux, là, garder les chiffres en tête, c'est la tâche principale. C'est la ça priorité. qui est le plus important. Ouais, c'est intéressant. Et donc, ils vont diminuer beaucoup la créativité de leurs mouvements parce que c'est quand même cognitivement demandant, là, trouver toujours des nouveaux mouvements. Ouais. Alors que tu as d'autres athlètes qui, eux, vont faire whatever les chiffres. Je vais m'engager dans vraiment un 30 secondes de mouvement créatif là, vraiment inusité, out of the box. Puis là, donne-moi un exemple quand tu dis mouvement créatif. Ouais, tu sais, c'est un peu... On veut juste que ce soit des mouvements spontanés. Okay. T'as 30 secondes que tu dois bouger. Ça peut être... Il y en a qui vont justement tomber dans des mouvements traditionnels de préparation physique qu'on connaît. Ils vont faire des squats, ils vont faire des lunges. Mais il y en a qui vont se mettre à tourner d'un bord puis l'autre, faire des roues latérales. Tu sais, c'est des joueuses de water polo, je vous rappelle. Là. Ouais, c'est pas dans ce contexte-là. numéro 1. Mais il y en a qui sont vraiment bonnes. Tu sais, faire des handstands, faire des... juste... genre des mouvements un peu plus dansés, mettons. Ouais. Bon, fait que là, tu vois un peu le portrait, ça crée un peu un chaos, là, tout ça. Mais tu sais, la fille qui décide de mettre son attention sur créer ces mouvements créatifs-là, tu sais, s'éloigner des mouvements de préparation physique traditionnelle puis inventer ses propres mouvements, c'est sûr que ça se peut qu'elle ne se souvienne pas des chiffres. Fait qu'elle, quand on lui demande de répéter les chiffres après 30 secondes, souvent, genre... Elle n'a aucune idée. Elle ne se souvient plus partout. L'autre fille qui a décidé de diminuer la créativité de ses mouvements puis de vraiment se concentrer sur répéter les chiffres dans sa tête, elle va te le dire tout de suite. Mais là, on reprend là, ton affaire. Là. Il reste 30 secondes, le coach va donner un plan de match. Ouais. Ben là, il faut que tu saches que toi, tu as une athlète dans ton équipe qui, elle, va écouter le plan de match. Elle, là, le plan de match, là, elle va le garder dans sa tête. Là. Vraiment, elle va être genre, OK, je passe à 1, passe à 2, 2 coupe à l'intérieur, 3 se présente, 3 reçoit la balle. Bon, tu comprends? Mais l'autre, là, elle, ça se peut qu'elle ait écouté les grandes lignes, là, mais qu'elle se dise, hey, moi, dans le moment, là, s'il y a une opportunité qui se présente, ben, whatever le plan, on y va avec la spontanéité. Puis ça, c'est important de savoir qui est quoi, parce que pour l'entraîneur, même dans la façon dont il va donner ses instructions, est-ce que tu dis, là, guys, faut que vous suiviez le plan à la lettre, c'est ça qu'on fait, ou voici le fondement de ce qu'on s'en va faire, et si quelque chose d'autre se présente, allez-y avec ce qui se présente. Puis ça peut créer, parce que quand t'en as qui sont « je suis un plan à la lettre », puis t'as l'autre qui sont comme « ah, tu sais », c'est quand même important. Fait qu'on découvre plein de choses en leur donnant ces opportunités-là. On découvre vraiment, tu sais, c'est quoi leur fonctionnement cognitif prioritaire, tu sais, où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils favorisent, puis en faisant ça, on découvre là, des choses vraiment intéressantes par rapport à c'est clair. Leur priorité, qu'est-ce qu'ils vont... OK, puis là, moi, c'est du feedback que je donne à l'entraîneur. Après, il fait ce qu'il veut avec ça, là, mais c'est quand même... Moi, c'est des choses qui... J'ai appris, quand on ouvre à des méthodes beaucoup plus intégrées comme ça, moi, je pense que je connais beaucoup mieux les athlètes parce que je les vois naviguer des défis, du problem solving. T'sais, on met beaucoup de problématiques devant elles, puis... Hey, figure it out. Là, tu dois trouver toi-même ta façon. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes. Tu sais, il y a certains athlètes qui sont comme dans comment dire? Le top. Tu sais, mettons, on prend au hockey Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Lionel Messi au soccer. Mm-hmm. Les gens les définissent. Tu sais, Messi, on l'appelle le magicien. Il n'y a rien de sportif dans un magicien. Il y a de quoi de créatif. Tu sais, Wayne Gretzky, il l'appelle la merveille. Tu sais, The Great One. Le premier qui a autant travaillé derrière le filet, alors que personne... Il pouvait passer 45 secondes derrière le filet, alors que ce n'était pas un concept qui était tant existant avant. Tu sais, Mario Lemieux, même chose. Tu sais, c'est tous des joueurs qui étaient, somme toute, créatifs. Mm-hmm. Tu sais, puis les fans du Canadien de Montréal vont se rappeler Alex Kovalev dans le temps. Je ne sais pas si tu es une fan de hockey.
Bon, ben les gens qui sont fans de hockey vont se rappeler d'Alex Kovalev avec des espèces... Tu sais, il peinturait sur la glace, tu sais, vraiment. Fait que... Puis, tu sais, moi, je suis les compétitions de ski de fond. Celui qui est dans le meilleur au monde en ce moment, Klébo, court quasiment sur ses skis dans les montées. Tu sais, puis c'est un skieur très explosif. Fait qu'il y a, on dirait que chaque athlète qui est le top de sa game a un aspect, entre guillemets, artistique, qui est une coche qui fait différencier des autres joueurs ou des autres athlètes parce que tout le monde, à ce niveau-là, est excellent. Tu es dans le 0.1%, le meilleur dans ton sport sur la planète. Mais dans ce 0.1%, t'en as qui sont exceptionnels. Fait qu'il y a une espèce de... C'est peut-être un lien qu'on voit pas beaucoup, tu sais, le lien entre l'artistique puis le sportif. Ben, tu sais, puis je pense que c'est juste parce que on le voit que les meilleurs ont cette caractéristique-là. Je pense qu'on est juste au début de l'exploration de comment on peut développer ça chez les athlètes. Puis, tu sais, il y a encore de la résistance dans le milieu parce qu'il y a encore l'espèce de répétition, 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 une mentalité très... faut répéter le mouvement, la tâche, la même chose, on refait. Puis là, tranquillement, les gens se rendent compte, peut-être que la répétition est un aspect. C'est définitivement, clair. Le sport élite ne sera jamais sans répétition. Est-ce que ça doit être uniquement ça? Là, c'est là qu'on commence à voir que, ben peut-être que non, ou peut-être qu'on peut avoir le même volume, mais juste dans un contexte tellement différent. Est-ce que c'est vraiment important qu'il fasse un squat là, de façon là, théoriquement parfaite? C'est quand dans son sport qu'il va faire un squat de façon parfaite? Ouais. Là, c'est comme, ouais. OK, on peut-tu amener une variabilité? On peut-tu amener des contraintes? Qu'est-ce que ça changerait si on y fait faire des mouvements de bras de type plus artistique, justement, pendant qu'il fait ça? Qu'est-ce que ça changerait si... Puis là... avec des conversations avec certains de mes collègues, justement, dont Alain Delorme, que je parlais tantôt, ben, on s'est rendu compte que, ouais, peut-être qu'il y a des avantages psychologiques à ouvrir un petit peu à différentes choses qui, d'ailleurs, tu sais, existent depuis longtemps. Là. C'est pas de la nouveauté tant que ça, c'est juste de reprendre des choses qui, peut-être, ont jamais... se sont jamais popularisés. Ouais, ou ils n'ont pas été appliqués à tel concept. Ouais, exactement. Tel domaine, ouais. Ou, tu sais, l'espèce d'image aussi que le sport élite doit être tellement sérieux. Puis c'est de la discipline, c'est du travail sérieux. Puis c'est... Quand j'ai eu la chance de m'immerser dans le Cirque du Soleil, puis que j'ai vu que, tu sais, ces athlètes-là, parce que c'est des artistes, mais c'est des performances athlétiques souvent quand même hors du commun. OK, ben il y en a un gros développement artistique, eux, puis il y en a beaucoup aussi qui ont même des habiletés artistiques en parallèle. Puis de combiner ça, je me suis dit, OK, ben ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de voir si justement au niveau du bien-être psychologique et aussi de la performance. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que récemment, je donnais un atelier à des entraîneurs en collaboration avec Heidi Marlowe, puis j'ai jamais, moi, quand je présente là, les techniques pour faciliter la créativité chez les athlètes, je n'appelle jamais ça des jeux. Ouais. C'est pas des jeux. C'est des activités qui ont pour but le développement, de la créativité et tout ça. Et c'est drôle parce que j'ai donné 2 conférences. Puis ensuite, on a fait une communauté de pratique avec les entraîneurs qui le voulaient bien. Et à ma grande surprise, lorsque je suis arrivée dans la communauté de pratique, puis moi, j'étais juste là comme observatrice, puis tu sais, j'ai commenté un petit peu, mais le but, c'était de les écouter. Je voulais voir qu'est-ce qu'ils avaient retenu. Et tout le monde appelait ça des jeux. Ah ouais, hein? Puis là, j'étais comme, ben mon Dieu. C'est bien drôle. Ben oui, c'est bien drôle. Puis je les ai questionnés. J'ai ouvert mon micro, puis j'ai fait, écoutez, je sais pas si je suis agréablement surprise. Vous appelez tous ça des jeux, la façon dont ils ont compris les concepts que je leur apportais. Pourquoi? Fait que là, parce que, tu sais, nos athlètes rient, nos athlètes ont du fun. Puis là, j'ai dit, mais le fun, c'est pas ça. Tu sais, c'est le bonus, le fun. Mais c'est pas ça l'objectif. Puis, pendant la conversation, j'ai marqué tous les mots psychologiques, tu sais, confiance, moment présent, adaptabilité, dans leur perception de ce qu'ils travaillaient. Ouais. Tout ça est ressorti. Et là, ils appelaient ces activités-là des jeux parce que le fun faisait partie
des jeux, faisait partie des activités, donc c'est un jeu. Puis là, j'aurais dit, OK, mais tu sais, quand les jeunes enfants, là, on leur achète des jeux, mais les jeux, habituellement, ont des fonctions cognitives, sociales, affectives. Ouais. Tu sais, on va acheter un jeu, des fois, ce qui coûte super cher parce que c'est justement un développement cognitif, tu sais, que ce soit mettre des formes de couleurs bien le fun dans des... Ben, tu sais, on sait que l'enfant se développe cognitivement à travers le jeu. Exact. Puis là, je les ai questionnés. Est-ce que vous pensez que ça disparaît avec le temps? On peut plus apprendre, on peut plus se développer, on peut plus s'optimiser parce que c'est le fun. Mm-hmm. Puis là, j'ai eu un gros moment de silence dans la salle. Puis ils se sont dit, ouais, c'est vrai. C'est pas... Le fun, c'est le bonus, puis tant mieux, mon Dieu. Moi aussi, là, tu sais, tous les athlètes avec qui je fais ça, ils rigolent bien, puis... Mais moi, je sais que l'objectif, c'est pas le fun. Le fun, c'est le bonus de l'activité, parce qu'on les engage dans un moment qui ont de la liberté, qui peuvent... Tout le monde aime ça, résoudre des problèmes. Exact. Fait que quand tu donnes une problématique, puis tu les laisses naviguer comme ils veulent, puis qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Puis ça, moi, c'est ma règle numéro 1. Je ne corrige jamais. Ouais. Même si je sais que c'est une représentation ou que c'est une expression d'une résistance, puis ça arrive souvent, qu'un athlète va un peu transformer le jeu juste pour me dire, genre, ça, moi, ça me tente pas de faire ça. Ouais, OK, c'est fair enough. C'est là que t'es aujourd'hui. Vas-y comme ça, puis navigue ta situation comme ça. Peut-être une autre journée. Puis, en tout cas, là, je pourrais te raconter des histoires et des histoires de comment la résistance s'exprime chez les gens. Ouais. Mais ça sera pour un autre podcast. Ben, c'est ça que je remarque parce que il est quoi? Ouais, on est pas mal pile à l'heure. Je trouve ça fascinant et passionnant, puis ça me fait beaucoup réfléchir qu'il y a beaucoup plus... Ben, à chaque fois que je reçois un invité qui n'est pas du tout physio, je vois qu'il y a des terrains d'entente et des points communs partout dans ce qu'on fait comme travail. Pour conclure, si les gens ont vraiment été éveillés par cette conversation-là, puis qui veulent en apprendre plus un peu sur ce que toi tu fais, que ce soit en lien avec la créativité, la préparation mentale, y a-t-il des endroits où les gens peuvent aller lire? Y a-t-il des... Ben, sur mon LinkedIn, de ressources, ouais. Sur mon LinkedIn, j'ai toutes les études que moi j'ai faites. Sinon, s'il y en a qui sont plus scientifiques sur ResearchGate, c'est encore mieux. Fait que LinkedIn, Véronique Richard. Ouais, je pense que je suis assez facile à trouver sur ça. Sinon, la même chose pour ResearchGate. J'ai mon compte à Véronique Richard aussi. Cool. Je ne suis pas une grande adepte des médias sociaux. Ouais, je comprends. Ouais, donc j'ai pas vraiment de... Tu sais, je publicise pas nécessairement beaucoup les trucs que je fais. Par contre, c'est vraiment toujours un plaisir pour moi s'il y a des entraîneurs, s'il y a des gens qui s'intéressent, même pas obligé d'être dans le milieu du sport. Là, j'ai quand même propagé ces méthodes-là dans d'autres milieux. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des conversations avec les gens. Je pourrais te donner mon email à la fin si tu veux le mettre dans les notes ou peu importe. Oui, absolument. Bonne idée. Ça me fait toujours vraiment un grand plaisir. Sinon, ben, à l'Institut national du sport, on fait souvent des questions sport dans lesquelles, de temps à autre, je partage les activités qu'on fait à l'Institut. Donc, ouais. Excellent. Ben écoute, merci énormément pour cette belle discussion. Ben oui, merci à toi de l'invitation. Ça a été vraiment cool. Ouais, vraiment cool. Puis absolument, va falloir refaire un épisode dans un autre moment. Fait que, on pourrait faire définitivement un épisode juste sur la créativité, je pense. Exactement. On a juste ouvert la porte un petit peu à la fin. Ouais, fait que ça sera une belle introduction. Puis de toute façon, tu sais, je manquerai jamais d'avoir besoin de nouveaux invités dans le futur si c'est un projet qui continue à long terme. Fait que on se refera un épisode assurément. Cool. Fait que merci beaucoup. Puis bonne journée. Merci à toi. Salut. Bye bye.